Salut à tous. Oh là, je parle comme Gilles Morgan. Salut à tous. Salut à tous. Bon, salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet. On salue Gilles s'il nous regarde pour une nouvelle discussion du Rock Hall of Fame, évidemment. Je suis accompagné pour cela de mon sociétaire de la discussion Hall of Fame, qui est Flo de MT School. Salut Flo. Salut, Captain, la forme. La forme. Et bien sûr, l'indice est toujours derrière Flo, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Et pour cette discussion, on était obligé de recevoir Alex de la fuite en vidéo, puisque Alex, dans une de mes émissions, m'a dit « Trent Reznor, c'est mon Dieu ». Alors, Alex, ça fait vraiment plaisir que tu sois là pour parler de ta religion. Et c'est laquelle aujourd'hui? C'est Nine Inch Nails. Salut les gars. Ouais. Bonsoir les amis, ça me fait super plaisir. C'était déjà tellement génial sur Dépêche Mode. Là, je pense on est tous fans de toute façon, donc ça va Voilà. être que du bonheur. Et puis en plus là, l'image ne va pas laguer, ça va être parfait. Ça va être parfait, vraiment. Mais merci encore Alex d'avoir été avec nous pour Dépêche Mode et ça a été un très très bon moment pour nos communautés respectives. Et merci encore à toi. Ouais, j'étais très content. Alors, Alex, Nine Inch Nails, c'était presque une évidence de le faire. Pourquoi? Parce que d'une part, je te rencontre d'abord Alex, je comprends que tu es un énorme fan. Je rencontre par la suite Flo, c'est le plaisir de YouTube. On fait des rencontres maintenant YouTube. Flo, je découvre que Flo est aussi un énorme fan. Vous voyez l'affiche derrière lui de Nine Inch Nails. Donc c'était une évidence et c'est une évidence d'autant plus parce qu'on vient de l'apprendre. Nine Inch Nails est introduit au Hall of Fame du rock officiellement. Donc ça prend tout son sens notre discussion aujourd'hui. Nine Inch Nails, vous connaissez ma première question habituelle dans les discussions. Comment vous rencontrez Nine Inch Nails? Alors, si vous le voulez bien, comme c'est moi peut-être le moins fan de nous trois, le plus casual, je vais dire, de nous trois, je vais commencer par moi et je vous laisserai la parole après. Nine Inch Nails, je le découvre, mais j'en ai encore un souvenir extrêmement vivace. Je découvre encore une fois la télévision. On est sur MTV, sur le câble, on est en 97, je me souviens, on est à l'été 97. Et je tombe sur le vidéoclip de Perfect Drug. Et là, je fais waouh! Alors déjà, musicalement, là, je suis complètement entraîné parce que c'est The Perfect Drug, on en parlera, c'est une pièce en soi. Hein. Et visuellement, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est une sorte de Edgar Allan Poe revisité. Enfin, j'adhère totalement. Et le souvenir est tellement vivace que je dois vous avouer que je me souviens encore de l'enchaînement des clips. Je sais qu'il y avait eu Face No More, Ashes to the Ashes qui avait été diffusé, puis The Perfect Drug de Nine Inch Nails, et enfin il y avait eu U2, leur chanson de Batman U2 qui par la suite, je me souviens complètement. Pour te dire que ça m'a marqué, quoi. Donc moi je suis la découverte Trent Reznor, Nine Inch Nails arrive véritablement à ce moment-là. Toi Flo, ta découverte de Nine Inch Nails, ça arrive comment? Moi, c'était, je crois, en 2006. Donc, tardivement, mais tardivement. Après, faut remettre le truc. Je suis quand même un peu jeune encore. donc 2006, ça va. J'étais un peu ado encore. En fait, j'ai un groupe phare, vraiment un groupe dont je suis extrêmement fan, qui s'appelle The Dillinger Escape Plan, qui est juste là. C'est vraiment, si on doit parler vraiment de groupe où je suis une groupie, c'est ce groupe-là. C'est-à-dire que voilà, j'ai été jusqu'à New York pour voir leur concert d'adieu. J'étais ultra fan. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est qu'ils ont sorti un EP après un album qui s'appelait Plagiarisme, parce que du coup, ils faisaient des covers. Donc il y avait des covers, il y avait une cover, je crois, de Justin Timberlake qui était vraiment intéressante. Il y avait Angel de Massive Attack et il y avait Wish de Nine Inch Nails. Nine Inch Nails, c'est un groupe que j'avais beaucoup entendu parler, mais comme beaucoup d'ados qui se respectent, quand t'entends des plus âgés dire le nom d'un groupe, et ben il faut pas que tu l'écoutes parce que t'es un rebelle. Et en fait, j'ai écouté Wish de Dillinger Escape Plan. J'ai trouvé qu'il était vraiment très très bien. Déjà rien que la première phrase qui est c'est le premier jour, c'est en gros c'est le premier jour de la fin de ta vie ou un truc comme ça. C'est où il est vraiment vénère. Et après du coup j'ai écouté l'original en live, c'était d'ailleurs, et je me suis dit ah tiens, pour une fois Dillinger ils ont pas fait mieux que l'original.
Et en fait, du coup, je me suis intéressé comme ça à Nine Inch Nails. Après, j'ai écouté un peu tous leurs albums, tout ce qu'ils ont fait. Et j'ai eu une admiration folle quand j'ai compris que en fait, c'était pas vraiment un groupe, c'était un projet solo. Je me suis dit, alors là, par contre, le mec, c'est un génie, c'est un dieu. Et c'est devenu une grosse influence. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que il y a une époque où il y avait une grosse tournée qui s'était faite en Amérique du Nord, où j'ai pas du tout pu assister, donc un peu de tristesse, où il y avait 3 groupes qui sont, attention, Captain, tu Je- vas un Attends, peu je serrer m'accroche. les dents. Ouais. En gros, il y avait Nine Inch Nails, Soundgarden et The Ninja Escape Plane. J'avoue que ne pas l'avoir vu celle-ci, ça m'a fait un petit peu mal. Mais ouais, donc ouais, après c'est devenu un groupe que je suivais vraiment beaucoup et dont j'étais vraiment très fan. Super, super, merci Flo. Et enfin, Alex, tu m'en avais déjà parlé un peu dans une émission, mais ta Ouais, c'est découverte, possible. ta découverte de Nine Inch Nails, à toi. Je voulais juste avant rebondir sur ce qu'a dit Flo sur Wish, parce que c'est vrai que moi aussi, la première fois que j'ai écouté cette chanson, c'est marrant parce que bah, moi, du coup, je connaissais déjà, mais je vais raconter comment j'ai découvert. Mais c'est vrai que les textes de Nine Inch Nails, on va en parler parce que c'est pour beaucoup dans la qualité de ce projet, je trouve. Mais c'est vrai que les 2 premières phrases de cette chanson m'avaient moi aussi, comme souvent, hein, mais celle-ci, elle m'avait vraiment marqué, quoi. Où il y a ce truc-là, This is the first day of my last days. Et après, il dit I build it up, now it's falling apart. Et c'est d'une telle violence, enfin, c'est tellement dur, quoi, mais intelligent, enfin, c'est ça, en fait. Que moi aussi, ça m'avait super choqué. Je m'étais dit, la vache, quoi. Quand le mec, il écrit, il fait vraiment pas semblant d'écrire, quoi. C'est pas juste pour, voilà. Euh, moi, je suis le plus vieux, évidemment. Donc moi, Attends. j'ai découvert Nine Inch Nails en 89. Voilà. Donc en fait, j'étais fan de Guns N' Roses avant. Euh, et mes fans fous, hein, enfin comme j'étais ado, enfin voilà. Donc Axl Rose, c'était à l'époque, c'était mon dieu aussi un peu. T'étais vite en adoration à cet âge-là. Et tout d'un coup, c'était pour la fin de la tournée à Spaghetti Incident, enfin un truc comme ça. C'était juste avant la sortie Mm. du double Use Your Illusion. Ok. Tout d'un coup, on voyait Axl Rose avec des t-shirts Nine Inch Nails, mais Nine Inch Nails, personne ne connaissait encore. Et les semaines suivantes, moi j'allais dans une librairie anglaise à Paris pour me tenir informé de l'actu de mes idoles. Donc il y avait Brentanos, il y avait une près de Concorde, là, W.H. Smith, où tu pouvais acheter Rolling Stone Magazine, Kerrang, tous ces, Spin, tout ça. voilà, Mhm. exactement. Et bah il y avait des interviews d'Axe Rose cette semaine-là, donc j'achète tous les magazines et dans les magazines, il parle d'un mec qui s'appelle Trent Reznor et il dit moi j'ai découvert un mec qui s'appelle Trent Reznor, c'est le futur génie, voilà, c'est le mec qui va dominer la scène rock, c'est le futur en fait du rock. Et il va sortir son premier album là prochainement qui s'appellera Pretty Hate Machine. Et moi je vous le dis, ce mec-là, vous devez absolument écouter ce qu'il fait, etc. Et comme Axl Rose, bah à l'époque dès qu'il parlait d'un truc, je me disais oh putain faut que j'écoute, tu vois. Enfin, mais même quand il parlait de trucs que je connaissais déjà, tu vois, c'est un peu grâce à Axl Rose que je me suis replongé dans Queen ou même Elton John. Enfin tu vois, bizarrement ce mec m'a permis. J'étais ado donc tu sais t'as vite des préjugés et je me disais, bon, voilà, bref. Et donc, je me dis, putain, c'est quoi ce truc et tout. Et le hasard veut que mon père, à ce moment-là, décide de faire un cadeau commun à lui-même, ma belle-mère et moi. Et qu'on parte tous aux États-Unis pour un mois en Floride. Donc on avait fait Miami, après on a fait Maui, Orlando. Enfin, c'était un petit périple comme ça, voilà, qu'il avait, voilà. Et donc on arrive, voilà, le séjour commence. Et pourquoi je raconte ça comme ça, c'est parce qu'en fait, le premier magasin américain où on a pu, enfin une fois arrivé en fait, on a pu aller faire un peu du shopping, quoi. Je Mhm. fonce chez un disquaire. À l'époque, il y avait des disquaires. Et, Le et charme je, des disquaires.
Ouais, et je fais le rayon des cassettes parce que comme j'étais en vacances, je n'avais que mon Walkman, donc impossible d'acheter un vinyle, ça n'avait aucun sens. Et je cherche Nine Inch Nails. Je me dis, est-ce que c'est sorti? C'est ce que c'est quoi ce truc quoi? Et je cherche, et le vendeur vient me voir et il me dit en américain, tu cherches un truc et tout quoi. Et bon, moi j'étais nul en anglais, donc grosse panique et tout. Et je baragouine, Nine Inch Nails machin. Et il me dit, ah ouais, ok. Et en fait, il part derrière le comptoir et il sort un petit carton où il avait reçu genre les cassettes, mais qu'il avait pas encore mis en rayon. Waouh. Voilà, et il me dit, c'est ça parce que de toute façon, il y a que ça. Donc il me sort la cassette audio de Pretty Hate Machine, quoi. Et donc je me souviens même que je vois la couve et que je la trouve super moche et je suis hyper, je le sens mal en fait. Je regarde ça et je fais, putain, c'est à chier, quoi. Ouais, Et, euh, et tu vois, bon, Oh, je et mets, je donc mets. Voilà. j'achète la cassette évidemment, hein. Mais je me dis, bah, ok, bon, on verra. Et on rentre à l'hôtel et bon, je vais dans ma chambre quoi, et je me mets sur le lit et je mets la cassette. Et je vais pas mentir en fait, j'ai écouté donc bah, d'une traite, hein, enfin, dans le laps de temps où j'ai écouté cet album, donc pour la toute première fois de ma vie, j'ai pleuré de le choc en fait. Tellement j'adorais, enfin tellement ça faisait une éternité que j'avais pas aimé à ce point quelque chose. Et tellement j'étais surpris. Parce qu'en fait, moi j'avais pas l'habitude, j'écoutais beaucoup de heavy metal, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'était tous les codes classiques du heavy metal. En plus, surtout moi, en fait, ce que j'écoutais, c'était vraiment des trucs. C'était du hard glam, enfin ce qu'on a appelé le air metal, machin, des années Ouais. 80, voilà. Donc, Respecte Motley Crue. Tu respectes Motley Crue, hein. On les aime toujours. non, non, mais j'écoute toujours tous ces groupes, mais bon, voilà, c'était de la pop en fait. En fait, c'était de la pop en fait, mais de la pop avec des codes de hard rock. Mais voilà, Ouais. moi j'adorais Dokken, Bon Jovi, Cinderella, Poison, Rat. Enfin, il y en avait, ils étaient, bref. Mais c'était sans surprise, Def Leppard, enfin tout ça. Ouais. Et là en fait, après bon, Guns, j'étais devenu un peu plus exigeant parce que Guns, par contre, ça te demandait beaucoup d'efforts, enfin pour l'époque. Donc, mais là, par exemple, cette façon de murmurer, de presque chantonner, pas vraiment chanter, chantonner en murmurant, puis tout d'un coup de se mettre à hurler sur le refrain en chantant, puis à nouveau de te susurrer des trucs à l'oreille. Enfin putain, mais j'avais jamais entendu ça de ma vie. C'était dingue, c'était dingue. Et c'était pareil, c'était dingue aussi parce que j'avais jamais entendu des instrus aussi violentes avec avec du synthé, enfin pour moi c'était le synthé, c'était Duran Duran et Guns c'était les grosses guitares, mais il y avait pas, tu pouvais pas, il y avait pas d'entre-deux, enfin je sais pas comment dire. Euh, et là, Reznor, il y avait un univers incroyable, tellement riche, et il y avait au même temps quelque chose de très minimaliste que je trouvais extraordinaire, euh, notamment sur des chansons comme Ring Finger ou des trucs comme ça, ou même Sanctified, des trucs comme ça. Et c'était tellement binaire, mais volontairement, enfin c'était clairement voulu, et c'était tellement malin que voilà. Donc là, je suis tombé complètement en adoration de ce truc, et en fait, mais ça l'a fait pour pas mal de gens aux États-Unis en tout cas, parce qu'en France, ça a mis du temps avant que même les médias acceptent d'en parler un peu. Ouais. Mais aux États-Unis, c'est vrai que ça a été un choc, et moi donc je suis devenu beaucoup plus fan, mais très rapidement, de Trent Reznor que je ne l'avais jamais été d'Axe Rose. Parce que comme dit Flo, en fait, du coup, je regardais le petit livret de la cassette, je me souviens, ça se dépliait, t'avais tout un truc, t'avais tous les textes, donc j'ai fait des efforts pour bien comprendre tous les textes, et à chaque fois que je finissais par comprendre, j'étais KO debout, quoi. Tellement c'était... Je me disais, mais le mec, et en plus, il est intelligent, en plus. Enfin, c'est quand même dingue. Enfin, c'est-à-dire que un peu toutes les qualités, c'était presque pénible. Parce qu'après, tu regardais et tu voyais que le mec, il avait coproduit tout l'album, écrit tous les textes, composé toutes les musiques. Enfin, c'était dingue, c'était dingue. C'est un génie. En fait, et d'ailleurs, ça m'avait rappelé Prince. Enfin, m'avait rappelé en fait l'époque où je suis devenu fan de Prince et où c'était presque un gag parce que tu retournais les albums de Prince et il avait tout fait. Genre la batterie, le piano, la guitare, la composition, les arrangements. Enfin, c'était de la folie. Il y avait que la pochette qui faisait pas. Enfin, il y a encore. Donc voilà. Donc la découverte en plus d'un mec qui était entier, quoi. Et puis la violence, c'est aussi ça. T'es ado, t'es jeune, tu cherches aussi une forme d'expression de violence intelligente. Enfin, je sais pas comment dire. Et là, tout d'un coup,
C'était la barre était placée extrêmement haut, même si quand je suis revenu en France et que j'ai fait chier tous mes potes avec Nine Inch Nails, euh, au début, ils ont tous détesté. Mais tous. Ils ont tous trouvé que c'était à chier. Mais vraiment, hein. Ils m'ont dit que c'est un truc de... Ils m'ont pas dit que c'était un truc de tapette, mais ils m'ont dit que c'était... C'est pas comme ça qu'ils raisonnaient, mais ils m'ont dit que c'était vraiment bidon, quoi. Enfin, ils trouvaient ça bidon. Bidon. Genre... voilà. C'était Donc... trop, dans, comment dire, non, plutôt l'époque à laquelle tu parles était vraiment formatée dans des codes ah oui. et tu avais des codes, donc qu'est-ce qui marchait à l'époque? Il y avait Metallica, donc tu avais tous les Metallica fans qui étaient là. Guns avait pris son ampleur, donc il y avait aussi tous les Guns, voilà. Et un mec qui en fait te propose qui a une proposition aussi indus et si avant-gardiste, tout ça, c'est vrai que et ça renvoyait plutôt à des sons new wave, enfin, par la suite peut-être, mais de new wave qui étaient rejetés par les rockers. Donc en fait, t'es arrivé, tu t'es senti un petit peu seul, Alex. Ouais, ouais, tout à fait. Mais en plus, c'était une situation un peu perplexe, enfin un peu bizarre parce que donc du coup, tout d'un coup, je fouine, donc je surveille, je me dis mais qu'est-ce qui se passe avec cet artiste dingue quoi. Et donc je me souviens que j'avais trouvé le maxi de Down In It qui était le tout premier single en réalité. Et j'apprends que Axl Rose prend Nine Inch Nails en première partie de la tournée énorme donc de stade hein, de Guns, ce qui est fou, ce qui est un truc de taré quoi. Enfin c'est un caprice d'Axl Rose hein, clairement. Et donc je me dis la vache c'est dingue et tout. Et je me dis bon voilà ça va, il va être énorme. Enfin du coup, enfin parce que la vue tout d'un coup la visibilité est énorme. Et je vois les comptes rendus qui disent tous que en fait chaque soir il se prend des canettes de bière dans la gueule et que un soir sur deux ou presque, il est obligé d'arrêter le set avant même enfin il a pas le temps en fait de faire toutes les chansons parce que les gens sont trop hargneux. Donc en fait, tu sais t'as le bout, enfin c'est des, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Voilà, donc en fait il peut même plus jouer quoi, et que lui il se dit bon c'est des cons de métalleux, enfin le public est à chier quoi. Et Axl Rose avait même raconté plus tard que c'était super tendu parce que Axl Rose du coup il était foudrage quand il montait sur scène parce que tu vois, lui il voulait aider un petit mec parce qu'il trouvait que c'était un génie quoi. Et ses propres fans à lui disaient non t'es qu'une merde dégage. Donc c'était une drôle de période quoi. Mais donc tout ça juste pour conclure sur cette découverte, moi enfin les fois maintenant ça fait trop longtemps, mais pendant un petit moment des fois on me disait mais comment t'as découvert et tout et chaque fois je disais c'est grâce à Axl Rose. J'aurais pas eu Axl Rose. Moi franchement, à part Axl Rose, la fois où après ça s'est passé sous mon pif, vraiment, genre par un média ou par un truc, c'était beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Ouais. Parce que pendant au moins un an, même jusqu'à Downward Spiral, en fait, le rayon Nine Inch Nails à la Fnac, enfin en France quoi, mais il n'y en avait pas du tout. Et les mecs, ils n'avaient rien à branler. Ils vendaient rien, donc bon, de toute façon, je les comprends aussi. Enfin, il y a un moment, ils n'allaient pas mettre en avant un truc qui se vend pas quoi. Mais personne faisait d'effort. Ouais, Downward Spiral, on en reviendra après, mais oui, plus tard. Mais moi, je me demande même si c'était déjà, il fallait pas aller taper dans l'import et les imports à l'époque, c'était pas la panacée, hein. Vraiment. Non, clair. Et pour un album cultissime dans l'histoire du rock. Enfin bref. Pour revenir sur Pretty Hate Machine, plus musicalement, Flo, toi, quand tu découvres comment dire, ce début d'album de Nine Inch Nails, comment tu pourrais nous en parler de ce début d'album sur un plan musical et vocal? Déjà, musicalement, tout à l'heure tu en parlais justement, tu disais qu'il y avait un côté new wave qui était un petit peu déjà là, et c'est vrai qu'il était déjà là en termes de plus violence, mais du coup ça s'explique aussi parce que c'est Flood qui l'a produit avec Trent Reznor. Donc déjà ça explique Flood qui du coup a fait beaucoup d'albums de Depeche Mode. C'est vrai que c'est un album cool parce que il y a beaucoup de codes qui sont cassés
Ça a été les premiers albums où les mecs ils commençaient à arriver en chantant, mais faut savoir que Trent Reznor, c'est pas un ultra bon chanteur, hein. Il chante souvent faux. Ouais. Tu l'entends d'ailleurs, et d'ailleurs c'est un truc qu'il dit régulièrement. Il dit moi je chante pas bien et j'aurais toujours voulu chanter comme David Bowie, mais C'est vrai. non. Et en fait, du coup, c'est vrai que c'est un album qui est assez déroutant pour ça. Comme je disais tout à l'heure, moi, je les ai connus un peu plus tard, donc j'avais déjà du Slipknot, du Dillinger dans les oreilles, donc la violence, ça m'a jamais choqué. Par contre, ils avaient vraiment un côté très industriel et très violent et très et surtout les textes de Head Like a Hole ou même Terrible Lies. Moi, j'ai connu quand j'ai regardé la première fois que j'ai regardé un live et que je me suis pris le Terrible Lies. Je me dis wow, mais ils sont vénères quoi. Tu vois, il y avait vraiment un truc vraiment très violent. Je pense que cet album, c'est loin d'être le meilleur. Ça, par contre, faut être franc. Par contre, il a un truc où quand tu le prends en termes de concept, quand tu l'avales en entier, il a quand même quelque chose de super. On pourrait croire que c'est un truc un peu, c'est de la bouillie, tu vois, si tu prends de la musique et que tu fais comme si c'était de la cuisine, tu sais, si tu vulgarises à la cuisine, tu pourrais croire que c'est de la bouillie. En fait, c'est un truc ultra raffiné. Il y a plein de choses, il y a plein de petits sons à entendre derrière, il y a plein de petits, même des petits défauts qui donnent un charme de ouf. C'est pour ça que d'ailleurs que quand ils l'ont remasterisé quelques années plus tard, je trouvais que c'était une erreur par contre parce que la première version, il a absolument tous les. Moi, j'ai sorti les CD, quoi. J'ai sorti les CD pour illustrer les trucs, mais. Ouais, on n'invite pas n'importe qui, on invite les fans ultimes ici. Mais c'est vrai que du coup, cet album-là, il y a le truc, il y a vraiment un truc cool. Mais je suis d'accord j'ai été un peu déçu comme toi, Flo, quand ça s'est sorti. J'étais content, hein, mais j'étais un peu déçu et mes potes pareil. Donc on est tous d'accord en fait. Mais et je voulais juste pour parler juste de la conception de l'album. Bon, tous les fans connaissent, mais comme je pense que cette vidéo elle sera aussi vue par des gens un peu curieux, mais qui connaissent pas forcément la façon dont il a été fait est assez importante, je pense, puisqu'il a été fait donc la nuit. Reznor était donc il bossait dans un studio où il était à la fois ingénieur et concierge, mais vraiment concierge. Et il a demandé au proprio s'il pouvait rester la nuit pour en fait enregistrer, utiliser le matos, quoi. Enfin, enregistrer des démos à lui, voilà. Et le mec a dit oui. Donc c'est génial. Et ce qui est assez fou, c'est de se dire que sur les quelques chansons qu'il a fait, qu'il a envoyées très vite à droite à gauche, presque toutes, en fait, ont été retenues et donnent l'album Potato Machine, enfin, ont été retenues par le tout petit label TVT Records à l'époque, mais qu'il y a eu même maintenant les fans hardcore, et Flo, et il doit bien connaître aussi, on a très peu d'inédits, parce qu'en fait, il a composé très peu. Donc en fait, t'as Maybe Just Once, et t'en as une autre encore qui est sur des pirates que j'ai évidemment, mais il y a très peu de déchets. Il y a très peu de déchets, voilà, il y a très peu d'inédits, et la plupart des compos qu'il a fait donc à l'arrache la nuit en vite. Enfin même lui, il a dit, c'est pas un album qu'il a composé en prenant son temps. Il a saisi sa chance, enfin vraiment. Hein, c'était vraiment, il savait très bien que il fallait faire vite et tout. Et je trouve ça assez génial. Et juste pour conclure, juste sur le petit, comme ce disque, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que il a jamais cartonné, enfin à sa sortie, je veux dire. Il a pas cartonné du tout. Ouais, il a même pas fait j'avais vu, il est entré dans le top 100, mais à peine, quoi. Et mais par contre, il est resté longtemps. Enfin, c'est-à-dire qu'il est resté longtemps correct, vente correcte, quoi. Donc au final, il s'est quand même vendu finalement très bien. Enfin, en tout cas pour un disque comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. Mais sans être, il n'y a pas eu, voilà, on peut pas dire. Alors que pourtant, quand même, c'est vrai que faut quand même reconnaître. Moi, par exemple, je voyais à l'époque que le clip de Head Like a Hole a été pas mal diffusé, ce qui est tout à fait cool. Enfin, je veux dire que c'est parce que c'était assez audacieux, d'autant que c'était un clip vraiment bordélique. Enfin, aujourd'hui, il est ultra culte, quoi, parce qu'en plus, t'as le jeune Trent avec ses dreads hystériques. Enfin, c'est absolument génial.
Ce mec était fascinant en plus parce que même physiquement, enfin, il avait une drôle de gueule. Moi, je l'adorais complètement parce que il était pas beau dans le sens, il était pas beau comme un Bowie, voilà, par exemple, quoi, ou androgyne comme. Il avait pas une tête de rockstar, je trouvais. Mais par Non. contre, il avait un regard perçant. Tu sentais son intelligence. Enfin, il était captivant, quoi. Et surtout, les premières interviews, tu sentais aussi que, ouais, que le mec, il est d'une intelligence qui est totalement inhabituelle dans le milieu, quoi. Mais donc, il était intéressant, tout d'un coup, quoi. Ouais, tout Je à voulais fait. aussi juste faire un petit mot parce que tout à l'heure j'ai failli rebondir pour rigoler quand tu as parlé du Hall of Fame, mais on va y venir, quoi. Mais je suis hyper choqué et hyper déçu. Enfin, je fais partie des gens qui sont un peu écœurés de voir que Trent a choisi délibérément d'éjecter Richard Patrick alors que il a choisi tous les autres. Et bon, là, il y a clairement un règlement de compte, quoi, Ouais, personnel. c'est Et je dommage, sais que, c'est très très je sais que, dommage. je sais que Richard Patrick, il en a parlé en vidéo et que ça lui a vraiment brisé le cœur, mais vraiment, quoi. Il l'a dit, quoi. Donc, je trouve ça un peu bon. Après, on n'est pas dans le secret des dieux. Trent a sûrement ses raisons. Et puis Trent est très loin d'être parfait aussi, évidemment. Voilà. On y reviendra Ouais. sûrement. C'est un mec qui se la pète quand même beaucoup, surtout en vieillissant. Mais je trouvais ça un peu dommage, voilà, un peu dommage, Voilà. sachant que par exemple quand on pense à Kiss, enfin puisque je sais que je suis pas le seul loin de là à être fan, voilà des gens qui ont eu l'intelligence hein, de dire on met un peu de côté les rancœurs et les conflits et tout, Ouais. c'est quand même pour les Alors, fans. on parlait de Dépêche Mode, Alex, Hmm. tous les trois, et quand comment dire, le discours d'intronisation de Dépêche Mode, il commence par remercier Wilder. Et Exactement, voilà, exactement, tout à fait. voilà, tout à fait. De toute façon, je voulais qu'on parle, petit spoiler de Filter à un moment. Voilà, j'en reviendrai. Euh, Hmm. donc, Nine Inch Ah, je Nails, voulais, malgré. Ouais, je voulais juste, Vas-y. pardon, non parce que ça me revient et que je voudrais pas que quelqu'un se dise, ah bah dis donc, vous parlez pas de machin et tout. Et donc je vais juste dire qu'effectivement le premier album, il a été aussi coproduit avec Adrian Sherwood, qui a joué un rôle pas mal aussi avec Flood et Reznor. Donc c'est un peu à trois qu'ils ont bossé. Et c'est vrai qu'Adrian Sherwood, je pense qu'on lui doit aussi un petit peu la touche. Enfin attention, ils ont vraiment, c'est de la tambouille, hein. Ouais, Ouais, voilà, c'est tout. carrément. C'est vrai, c'est vrai. Alors que je prépare quelque chose en même temps que vous parlez justement. Euh, donc, malgré les difficultés que tu as rappelées sur la tournée Guns de Nine Inch Nails, ce qui est quand même assez fort, c'est que dans le milieu underground et principalement et clairement dans le milieu underground US, Nine Inch Nails va devenir presque automatiquement un non-référence. Ah Ce qui oui. va permettre à ce que Nine Inch Nails, parce que là on parle d'un début d'album, ça aurait pu disparaître comme ça, mais non, ça va quand même rester dans l'esprit. Ça va rester dans l'esprit, ce qui va permettre à Reznor d'avoir là du temps pour envoyer la prochaine galette. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc les années, les années passent et ça va être un peu son rythme. On y reviendra plus tard. Voilà. Et là, on arrive en 94. Et donc, ça a dû être très long quand même d'attendre. Et tu devais être très impatient, Alex. Mais on arrive sur un album qui est vraiment un album qui restera dans l'histoire du rock parce qu'il est tellement pris en référence par toutes les nouvelles, les générations successives depuis. Et là, ça me fait vraiment plaisir de vous entendre tous les deux là-dessus. Download Spiral, voilà. Alors, Captain Crochet, je vais me permettre parce que sinon je sais que Flo va le faire. Oui, vas-y. Parce que là, Broken! là c'est un Ah. saut dans le temps. T'as fait un saut dans le temps un peu violent. Ouais, très très violent. Ouais, et donc voilà. je voulais. Vas-y. Non, non, ouais, juste pour dire que en gros, après la tournée de Guns et donc l'année de promo de Pretty Hate Machine qui ne satisfait pas le label TVT. Reznor a raconté que les mecs ont exigé un deuxième album qui soit de la pure synth-pop. Donc en fait ils lui ont dit essaye pas de te frotter au monde métal machin truc muche, fais un truc beaucoup plus calme voilà etc. Donc Reznor a refusé évidemment. Le ton est monté assez fort et, et Reznor a exigé de casser son contrat. Le label a refusé. Et il a donc en fait patienté jusqu'à pouvoir proposer autre chose à un autre petit label, donc c'est Interscope. Et Voilà. dans lequel il a pu monter sa propre structure Nothing. Et alors d'ailleurs j'ai un truc, voilà, j'ai un vieux promo de Nothing parce que le logo est
le Wow. logo était quand même sublime de Nothing. Et, et donc, il va sortir l'antithèse de ce qui lui avait été demandé par TVT, à savoir donc, comme dit Flo, un hippie d'une violence, mais d'une violence quand même, mais que même les fans de Play Machine, moi je me souviens quoi, j'en étais KO, c'est comme si on m'avait défoncé la tronche quoi, mais vraiment incroyable, et qui est donc broken, et donc dès le titre t'as compris que ça va pas rigoler du tout, et Et en la plus, jaquette est dégueulasse. ah ouais, et donc c'était un, et donc en plus dès la sortie de Broken, il annonce qu'il y aura également la sortie quelques mois seulement plus tard, ce qui se faisait pas du tout à l'époque, hein, de la version avec les remixes. Donc fixed, logique. C'est excellent. Et là, je pense qu'il faut en parler parce que Broken a joué un rôle vraiment énorme, mais énorme. Et sans Broken, il n'y aurait pas eu Downward Spiral. Pour absolument plein de raisons. D'abord parce que Broken, c'est ce qui a commencé à faire. C'est le moment où en fait il a commencé aussi à réussir à faire parler de lui, à manipuler un peu les médias. Je pense, voilà, il a loué la maison où Sharon Tate avait été assassinée. Pour enregistrer Broken, et dans la foulée il a fait Downward Spiral dont on va parler, mais donc Broken quand c'est sorti, ça a choqué énormément de médias en disant mais qu'est-ce qu'il est allé s'enfermer dans cette baraque et tout, d'autant qu'il y avait dans les chansons de Broken de nombreuses références au massacre perpétué par les complices, enfin les complices, Ouais. les sbires de Charles La Manson. famille Manson, ouais. Voilà, donc voilà, les pigs, les machins, enfin il y a tout, il y a March of the Pigs, donc qui est clairement une référence aux inscriptions qu'on a trouvées sur les murs, voilà, près des cadavres, et aussi le fait que donc cet hippie, quoi, pourtant moins accessible, va cartonner aux États-Unis, mais cartonner, il va entrer dans le top 10 du Billboard 200. Donc c'est hallucinant. Et d'ailleurs, enfin, à l'époque, je me souviens que enfin pas à l'époque, mais dans les années 90, tout le monde se foutait de la gueule de TVT Records parce que dans le genre t'as pas le nez creux, ils se sont posés là, tu vois, ils ont juste perdu le poulain. Et le mec après il fait l'inverse de ce qu'on lui exigeait de lui, et là par contre il commence à devenir une star. Et après on va être obligé de parler quand même, juste avant de parler de Downward Spiral, on va être obligé de parler avec Flo des vidéos. Parce que la deuxième idée de génie qu'a eu Reznor, à part la location, ouais, de la maison de l'assassinat de Sharon Tate pour faire trembler, on va dire, les médias. D'ailleurs, ça coïncide avec la rencontre avec Brian Warner, donc futur Marilyn Manson. Et c'est une époque où Reznor est quelqu'un de très 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 énervé. Même au privé, enfin, c'est quelqu'un de très violent, très instable. Alors moi j'ai une question pour toi. Qui fait un peu peur et tout. J'ai une question pour toi. Parce que moi, je trouve que c'est de mauvais goût, cette histoire de maison. Mais je comprends. Attends. Je comprends très bien pourquoi il a fait dans la manipulation des médias. Il a appâté le chaland en jetant de la viande aux chiens. Et je comprends la démarche. Mais question que j'ai pour toi, parce que tu es un grand fan de Marilyn aussi. Est-ce que lui, Marilyn, il n'est pas plutôt premier degré? Que lui, ce truc-là, ça le fait kiffer, Marilyn Manson. Tu sais, il n'est pas dans le. Il voit pas la stratégie derrière de Reznor, s'il doit l'avoir aussi, c'est quelqu'un de très intelligent, mais que lui, ce mauvais goût-là, ça lui plaît un peu plus. Je saurais pas dire parce que honnêtement, j'ai quand même lu beaucoup, enfin et Flo sûrement pareil, j'ai lu beaucoup par exemple là, on sait tous que Manson va très mal, enfin il est dans une emmerde, enfin il a c'est plus que des casseroles au cul là, c'est très chaud. C'est d'autant plus chaud que apparemment, enfin, il semblerait que ce soit pas hyper clair non plus du côté des accusatrices. Non. Donc il y a une forme aussi un peu de lynchage. Enfin, c'est compliqué. Moi j'attends. Hein, je suis comme tout le monde. Hein, j'attends que la justice fasse son boulot, puisque la justice s'en mêle. Donc, ce qui est une très bonne chose, hein, parce que honnêtement, le mec, en gros, il a déjà été détruit. Mais moi j'attends que la justice fasse son boulot. Donc, enfin bon bref. Donc moi je sais pas trop. Mais ce que je sais c'est qu'effectivement à une époque ils étaient tous les deux copains comme cochons. Et que honnêtement on peut pas vraiment dire qu'il y en ait un qui était plus... Enfin c'est pas les comptes rendus que j'ai lus durant toute ma vie. Enfin je sais que par exemple... dans le bouquin de Manson où il raconte 2-3 cochonneries et conneries qu'ils ont fait avec Reznor. Reznor il a toujours dit c'est archi faux, c'était mensonger, c'est qu'un menteur, j'ai jamais fait ça à aucune femme, enfin bon, etc.
Bon, Non. c'est pas que Manson qui raconte que Reznor se comportait extrêmement mal dans ces années-là, y compris avec les femmes. Donc c'est vraiment pas là pour moi, il y a du foutage de gueule absolu, et il y a une tentative un peu niaise de redorer son blason, mais de la même façon que Reznor peut être un peu décevant parfois. Enfin, On je va en reviens. parler avec Filter. On va en Ouais, parler. ouais, voilà, bien, les sujets On manquent va en pas. parler. On va en Il a parler. manqué de respect, il a manqué de respect de façon lamentable à Jen Simmons il y a pas longtemps, mais lamentable. Enfin, d'ailleurs tout le monde s'est foutu de sa gueule à Reznor. Voilà, en chiant sur Kiss, alors qu'on sait tous que c'est une des plus grosses influences de son enfance et de son adolescence, etc. Et il se l'est joué. J'espère que je vieillirai jamais comme Jen Simmons et que je serai plutôt comme Springsteen et tout. Enfin, c'est méprisant et ridicule et nul. Enfin, et voilà. Mais donc. Mais pour la location, pour ta question en fait sur cette histoire, moi ça m'avait choqué à l'époque. Ça m'avait choqué parce qu'en plus j'étais passionné comme tous les ados qui se frottent un peu à tout ce qui est glauque et un peu voilà qui fait un peu peur, enfin tout ça. Donc j'avais déjà lu des bouquins sur Charles Manson, sur les États-Unis dans ces années-là, sur Ted Bundy, sur beaucoup de choses. Et j'étais même étonné que cette maison tienne encore debout et qu'on la loue. Enfin, je trouvais ça déjà très discutable, très très discutable. Après, c'est l'Amérique avec ses meilleurs et ses pires côtés. Mais pour moi, c'est pas un smart move de la part de Reznor, même si en réalité, dans les faits, ça l'a été. Parce que ça a fait un buzz de taré. Et que Ça plein fait de gens se partie de la sont dit, légende. et que plein de gens se sont dit, waouh, le mec, putain, c'est trop cool. Enfin, tu vois, vraiment. Hein. Mm. Donc bon, moi je faisais pas partie de ces gens-là. Je trouvais ça vraiment. Enfin, c'est comme une femme qui s'est fait ouvrir le bide. Enfin, enfin, je sais pas. En plus, Non, enfin, il n'y a pas d'échelle de valeur dans l'horreur, mais là, quand même, c'est très très high c'est level, très quoi. loin. Non, ouais, ouais. Je vois pas en quoi ça peut être glam ou excitant ou motivant ou même stimulant, parce qu'en fait, c'était l'excuse de Reznor, c'était ça m'a stimulé pour faire Ouais. pour composer des choses atroces et tout. Ok, je sais pas qu'en penser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc, c'est grâce à c'est surtout grâce à Broken que après l'échec, le semi-échec de Pocket Machine, Reznor devient bankable parce que non seulement c'est entré dans le top 10, mais il faut pas oublier que ce hippie a remporté 2 Grammy Awards. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant. Et que c'est grâce à ça, je pense, Et c'est ce ses deux top 10. premiers parce qu'après, il va en avoir des Grammy. Ah bah oui, Mm. mais je pense que c'est grâce à ce succès à la fois donc public par les ventes et critique par les Grammy Awards et aussi par les critiques, parce que par contre les critiques de Broken étaient toutes géniales, honnêtement. Hein. Mais vraiment, hein. Moi je me souviens à l'époque, j'étais étonné qu'un disque aussi violent soit acclamé, mais acclamé par pratiquement tous les médias de musique. Donc il a fait très fort. Après l'hippie est extraordinaire. On peut parler de Happiness in Slavery. Enfin, je pense que Flo, enfin c'est comme une chanson dingue. et, euh, et bon, voilà. Après, je veux pas monopoliser, mais il y a vraiment plein de choses à dire. Wish. Enfin, il y a des, c'est extrêmement riche. Voilà, même Gave Up, enfin, c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ce hippie, c'est hallucinant. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Moi, en plus, j'aimais pas les hippies. Donc, quand j'ai su qu'il sortait un hippie, j'étais déçu. Ouais. Je fais, bah merde, un hippie, bof. Enfin, parce que souvent, tu sais, c'est synonyme de, Des mots, ouais. ouais, voilà, ouais, exactement. Et là, en fait, on s'est pris un truc, putain, une bombe de ouf. Et en plus, même visuellement, donc, c'est là où Nine Inch Nails est devenu vraiment très intéressant aussi, à défaut d'être très lisse. Euh, avec un travail sur les vidéos et sur le visuel, même sur tout. Hein. Et c'est même les images de promo de Reznor. Alors moi, je les ai dans des dossiers et j'ai pas pensé à sortir. Mais il posait dans des cages habillés en latex, mais super chelou. C'était pas drôle. Je sais pas comment dire. C'était pas du tout Blackie Lawless de C'était Wasp. malaisant, ouais. C'était très malaisant parce qu'il y avait vraiment un côté. Là, par contre, il y avait un côté premier degré, tu vois, dont tu parlais, Captain, Ouais. par rapport à la démarche. Et Reznor, tout le monde a vite compris qu'il plaisantait pas du tout. On n'était Voilà. pas chez Alice Cooper, hein. C'était pas un mec qui allait jouer au golf le lendemain et serrer la main de. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui était vraiment. D'où, Alex, parce que on fait encore une aparté Marilyn Manson, mais là, excusez-moi pour tout à l'heure pour Broken, j'ai complètement merdé, effectivement. Là, je suis dans ma 4e enregistrement aujourd'hui, donc j'ai fait une erreur de débutant. Mais t'as raison, mais d'où, moi je me souviens très bien de cette époque, d'où Marilyn Manson, quand ça commence à marcher et exploser, on dit, enfin, le discours, j'exagère un petit peu, mais à peine,
c'est le chien de Trent Reznor. En fait, Ah bah c'est le cerveau. c'est grâce à lui, ouais. Trent Reznor, c'est le cerveau. Je veux dire, là, Grave. vous avez, tu sais, c'est Master of Puppet. Hein, Grave. c'est une poupée. Donc, en gros, tu vois, Manson, ouais, c'est rigolo, on rigole, mais si tu veux être sérieux, va voir Trent Reznor. C'était un peu ça le discours à l'époque. Ouais, carrément. Voilà. C'est vrai que Flo, Broken, il y a un truc, vas-y. il y a un truc qui est cool qui disait, que Alex disait, c'est justement euh, l'histoire de Broken avec le label. En fait, il avait signé pour 2 albums et il avait envie de se libérer en fait rapidement. Donc il a sorti Broken parce qu'en plus de ça, Interscope disait bah attends parce que nous on va te filer des fonds en fait, on va te donner de l'argent nous. Alors du coup, il a fait ok. Attends, on va faire. Vous voulez quoi? Un truc tout doux? D'accord. Attends, je branche ma gratte. Je vais chercher le son le plus dégueulasse que je trouve parce que c'était C'est voulu. ça. Hein, le son devait être dégueulasse. Et il va dire, tu vois, mec, je vais te faire un EP en 2 secondes et un EP qui va être violent. Ça va être les Ramones, mais avec du speed dans les dents, quoi. Et Ouais, très c'est vrai ce que exactement tu ce dis. qu'il a fait. Et Wish, enfin. Depuis que je l'ai entendu, depuis la première fois que je l'ai entendu, je trouve que c'est un morceau qui, elle te met une patate, elle a tout, vraiment. Et donc du coup, ouais, c'est vrai que je trouvais que c'était marrant. Je trouvais que c'était marrant venant de lui, euh, parce qu'il a toujours su utiliser justement manipuler les médias et dans tous les sens. Et tu vois, si on repasse après sur l'album d'après, Allez, l'histoire de cette on y va. Sur cet album-là, qui est un album aussi très marquant. Voilà. Vas-y, Flo. Du coup, tu vois, sur l'histoire de cette maison qui a été louée pour faire ce truc, moi, je peux vraiment très très bien comprendre son idée, puisque en gros, lui, son idée, c'était pas d'aller dans une maison parce que c'est trop cool et machin. C'était plus pour dire, moi, j'ai enregistré mon album dans une maison qui est potentiellement hantée, Ouais, c'est ça. tu vois? Et il dit, voilà, moi, ça m'inspire des trucs parce que peut-être que lui aussi, il y croyait. Et qui se disait ouais attends, et il le dit en plus, il y a des sons bizarres qu'on a remarqué après et c'est peut-être, alors ça c'est pareil, c'est peut-être pour faire parler les médias ou quoi, mais en tout cas il utilise bien le truc, tu vois, comme au même stade que une Lady Gaga qui se promène avec une robe en viande. Ben t'as Trent Reznor qui loue une baraque où il y a eu un assassinat et qui fait un album dedans, tu vois. Et je pense que en fait le truc qui est con, c'est l'artiste a des couilles, mais je pense que c'est juste le fan qui est con. En fait, c'est plus l'audimat qui est con parce que si tout le monde en avait rien à foutre de ce genre de choses, ça se passerait pas. Tu vois, au même titre que si on n'avait pas autant parlé de Kurt Cobain qui sautait dans la batterie et qui explosait sa guitare, je pense qu'il l'aurait pas refait 2 fois en fait. Tu vois. Si les gens n'en parlent pas, on arrête de faire en fait. On essaye des choses et puis on voit que bon, ça marche pas, ça sert à rien, on va passer à autre chose. Mais les gens, ça les a choqués. Donc, c'est quoi le next step? Eh ben, il faut aller encore plus loin. Donc, on va Marilyn Manson sur son album Hollywood qui a mitonné une autopsie vidéo qui était soi-disant la sienne. Et quand tu écoutes Marilyn Manson, l'album Hollywood, on avait tous 13-14 ans là, quand on écoutait ça, on disait mais gros, mais comment c'est possible, tu vois? Mais c'est parce qu'on y croyait en fait et on y allait. Si tu vas pas, si ça prend pas, il y a aucun intérêt de le faire. Le mec dépense du temps, de l'argent pour rien. Donc après, musicalement, il y a un truc encore plus qui va beaucoup plus loin parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un mec qui s'autodétruit. Cet album, c'est un album concept où il explique l'histoire d'un mec qui s'autodétruit. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est exactement la vie qu'il va avoir après. En fait, le mec voit sa vie de plus tard. Donc, du coup, il prend cet album et il décrit en fait un mec qui s'autodétruit, qui va dans les plus beaux, dans les plus gros retranchements un peu violents et tout. Et c'est vrai que c'est un album qui est ultra cool. Le son est encore une fois un peu bizarre, mais t'as plein de je trouve que c'est à cette époque-là qu'on a commencé à avoir cette démarche de punchline, tu vois. Par exemple, un petit Français qui comprend pas trop l'anglais va tout de suite comprendre le Nothing can stop me now.
de Piggy, où là tu fais waouh. Et moi ça a été même une phrase qui m'a drivé pendant très très longtemps. Quand j'avais des problèmes dans mes groupes ou dans ma carrière musicale qui commençait, c'était rien ne peut m'arrêter, rien ne pourra m'arrêter, rien du tout. Et tu vois, il avait plein de trucs qui marquaient, plein d'images qui faisaient, qui fonctionnaient. Tout l'album est vraiment ouf parce que il y a Piggy qui est dingue, il y a Mr. Self-Destruct qui est ouf, t'as Heresy qui est cool, March of the Pig où tout s'arrête en plein milieu, tu te prends un petit passage de piano et puis et une petite voix toute un peu fausse et toute douce que je trouvais complètement ouf. Mais c'est vrai que t'as tout l'album qui est complètement dingue. T'as Closer qui, en plus de ça, Closer par contre, c'est un morceau qui me saoule un peu parce que toutes les mini putes elles l'utilisent parce que dedans il dit I wanna fuck you like an animal. Donc t'as toutes les Instagrammeuses qui l'utilisent ce morceau. Je savais pas ça. Si, t'inquiète pas, j'en ai connu une, elle avait même ce tatouage là en dessous de la fesse. Bah tout était dit, hein. Il n'y avait pas compris sur la marchandise. Et il se termine du coup par le morceau Hurt qui on en a déjà parlé à l'époque à l'époque de quand on a fait la vidéo de Depeche Mode. Hurt c'est l'apogée de l'album que je trouve magnifique et c'est un morceau en plus de ça que quand il le joue en concert moi la première fois que je l'ai vu en concert j'ai pleuré. Et morceau automatiquement référence, comme chaque groupe a son morceau référence. Là, ça arrive aussi. Et puis, cette époque-là, là, visuellement, moi, il y a un truc qui m'avait vraiment, vraiment marqué. Et c'est pas les clips, mais c'est les quelques images à l'époque que j'ai vues, avant de le voir, merci YouTube, les quelques images du concert de Woodstock 94. Avec la boue complète qui arrive sur Reznor. Et ça m'a, quelque part, je pense qu'il en a aussi joué parce que ça marchait tellement bien. Le mec, je pense que artiste comme il a compris que tu vois, il se passait un truc et vas-y, envoyez-moi de la boue, je m'en fous et tout. Et ça a décuplé la performance un petit peu. Enfin, moi, visuellement, ça m'avait vraiment marqué. Je te laisse la parole, Alex. Non, alors pour juste compléter avec deux trois petites infos très connes mais qui sont très parlantes. Downward Spiral, c'est donc direct numéro 2 des ventes aux États-Unis. Donc voilà, boum dans ta gueule. 4 millions d'albums vendus en même pas un an, je crois. Enfin, alors là, par contre, c'est le triomphe. Il fait la une de tous les journaux. Mais vraiment, là, c'est une méga star. Mais vraiment direct, quoi. Et c'est le moment où et bon, alors, on peut parler quand même de boulot de Alder aussi, qui fait un taf de taré au mixage. Enfin, même Reznor l'a dit, enfin, vraiment. Et le fait aussi que comment dire, l'album en fait est tellement riche. Enfin, c'est comme disait Flo, en fait, il n'obéit pas vraiment au code. Et d'ailleurs, vous parliez de Hurt et Reznor est toujours super fier de dire aux gens que Hurt n'est jamais sorti en single et que ce qui est vrai et que donc c'est devenu dans l'inconscient collectif, un single de Nine Inch Nails, et même plus que ça, un de ses morceaux cultes, un tube, on pourrait dire, guillemets, et alors que lui, il a rien fait avec, quoi, en fait. Mais c'est vrai que, comme disait Flo, quand tu découvrais ce disque et que tu arrivais sur Hurt, putain, c'était vraiment compliqué, hein. C'était vraiment, enfin, émotionnellement, hein, c'était très très dur. Moi, j'avais déjà eu beaucoup de mal avec Something I Can Never Have sur Pretty Hate Machine, que je trouvais bouleversante tellement il y avait une mise à nu, enfin, qui se sentait, enfin, c'était sublime. Enfin, j'en chialais, quoi. Mais alors, Hurt, vraiment, c'était compliqué de pas me pendre à chaque fois que j'écoutais cette chanson, mais vraiment, c'était vraiment bouleversant. Et bon, et alors là, la petite anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, mais c'est un petit souvenir, mais que je lui rends beaucoup de chance. C'est que à ce moment-là, Reznor passe à Paris. Donc, Nine Inch Nails passe à Paris en concert pour la tournée de Downward Spiral. Et comme en France, tout le monde s'en branle et que personne connaît encore, toujours pas, il fait le Bataclan. Donc mon meilleur ami de l'époque, d'ailleurs Hervé, je sais que tu regarderas cette vidéo, j'espère que tu vas bien, on prend nos billets pour aller au Bataclan et on hallucine parce que c'est même pas complet. Donc on arrive au Bataclan
Et on voit donc, on découvre Reznor, mais au Bataclan. Donc c'est-à-dire que moi enfin ma première rencontre avec Reznor, très concrètement, il était à 1,50 m de moi, puisque j'étais contre la grille, puisque tout le monde s'en battait les couilles un peu plus ou moins, donc c'était très facile d'être tout devant. Et en fait, je me souviendrai toute ma vie, mais pas que moi d'ailleurs. J'ai l'ami aussi Sébastien Cardinal avec qui j'ai découvert en fait qu'on avait ce souvenir en commun, puisque lui y était aussi. Et pourtant, franchement, on n'était pas nombreux. Et il m'a dit, bah, putain, mais moi j'y étais aussi à ce concert. Et on se rappelait de l'entrée sur scène qui était dingue. Puisque donc, toutes les lumières s'éteignent, les musiciens arrivent, et il y a un nuage de fumée, il lâche la Mhm. machine à fumer, quoi. Donc, tu vois que dalle, enfin, t'as que des ombres et tout, quoi. Et donc, moi, je suis comme ça devant le. Je regarde, quoi, j'attends. Et je vois un truc qui rampe par terre et je crois que c'est un Un mec redis, ouais. qui branche enfin, qui a un petit souci, ou tu vois, comme ça arrive plein de fois, donc le mec il se fait discret. Et on réalise, enfin nous tous, on réalise que c'est Reznor en fait qui est par terre, et il est blanc, il est couvert de poudre, enfin de farine, je sais même pas ce que c'est quoi. Et il a un regard, il est défoncé. Mais là, par contre, enfin, je veux dire, quand le mec il est à 1 m de toi, tu peux quand même voir s'il fait Mhm. semblant ou si vraiment il est out of this place, quoi. Je le vois et je me dis, nom de Dieu, mais la violence de la vision du mec, quoi. Et il nous regarde et il se redresse, donc il se relève lentement, quoi. Et il nous regarde comme ça, et je me suis dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'avais fait déjà des centaines de concerts de hard rock, tu sais, avec toutes les entrées que tu peux imaginer, quoi. Mais ce mec-là se ramenait englué de farine sur du latex, parce qu'il avait encore les cheveux longs. Enfin, en plus, visuellement, il était un peu androgyne, mais pas androgyne. Enfin voilà, vous avez tous vu les photos. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il était pas androgyne dans le sens Bowie ou tu vois, ou genre sexy machin. Il a jamais été sexy, il a jamais joué là-dessus. Mais par contre, chelou. Je vois comment dire, le mec chelou, t'arrives pas à le cerner quoi. Et le concert, c'était fabuleux. Ça reste à ce jour un des plus beaux concerts que j'ai vu de ma vie parce que c'était dingue, mais dingue, dingue, dingue. Et c'est d'une violence. Mais réellement, hein, c'est la première fois d'ailleurs, je crois, de ma vie que je voyais quelqu'un maltraiter son groupe. Enfin, ses salariés, Ouais. on pourrait dire, hein, parce que comme a dit Flo, Voilà, voilà, voilà. c'était aussi la première fois que je voyais enfin que j'adorais un groupe qui en réalité n'en était pas un. Où en fait tous les musiciens voilà étaient sous contrat et étaient des salariés quoi, ni plus ni moins, mais surtout pas plus. Enfin, et tu sentais, enfin il y avait des moments où ils renversaient les claviers des mecs qui étaient en train de jouer et qui clairement les avait comme ça quoi, parce que donc il se penchait, il ramassait le clavier, éventuellement il le rebranchait, enfin etc. Et 10 minutes plus tard, Reznor à nouveau titubait et leur foutait des coups de coude dans les côtes. Enfin franchement c'était chaud. Le mec était Un mec imprévisible, très c'était aimable. compliqué. Je pense que c'était compliqué, mais Et voilà, justement, en tout Alex, cas c'était génial. toi, en plein dedans, moi, là, mes souvenirs, enfin, je suis pas encore à fond dedans pour comprendre, moi. Mais Nine Inch Nails est travaillé comme un groupe par les médias et auprès du Et, public et par à ce Reznor. moment-là. Non, mais c'est comme a dit Flo. Trent Reznor, il faisait croire, il mentait pas. Si on lui demandait, il disait, ah non, non, c'est mon projet et Mm. j'ai des groupes, un groupe de scène, quoi. Donc en fait, Ouais. c'est d'ailleurs une des raisons des Mais les clashs. médias, par exemple, enfin, je veux Les dire, médias, ils disaient le groupe Nine Inch Nails, voilà. Mm. dont le leader Trent Reznor, Ouais, pour eux, c'était ça. Et ce d'accord. n'est que plus tard que tout le monde a bien compris que en réalité c'était Trent Reznor tout seul et que c'était juste le nom de son projet, mais que c'était son projet à lui, comme a dit Flo, c'était son projet à lui tout seul. Et Et sur, là, il peut. Comment? et sur ce premier Oui. concert français, est-ce que Richard Patrick est encore là à la guitare ou pas? Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait, Oui. il est là. Mm. Oui, il est là, il est là. Et Ok. il est là, et d'ailleurs, alors c'est le hasard du calendrier, mais très peu de temps après, alors faudrait que je ressorte mes billets, que j'ai toujours, Voilà. donc, mais c'est fou, hein, tu perds des trucs et voilà, donc j'ai toujours ces putains de billets de Bataclan, et donc, genre, quelques semaines plus tard, passe Marilyn Manson, également au Bataclan. Donc, pareil, Marilyn Manson, en France, tout le monde s'en bat les couilles, personne connaît, etc. C'était la sortie de Antichrist Superstar, donc
qui reste pour moi un des meilleurs albums au monde, hein. Enfin, après, on peut faire reprocher 1 milliard de choses à Marilyn Manson, mais c'est une tuerie. Enfin, pour moi, c'est même au-delà de ça. Enfin, c'est son chef-d'œuvre, son moment de grâce, je sais pas comment dire. Et donc, Manson arrive. Et là, avec Hervé, toujours, on va au concert au Bataclan, et là, c'est complet. Donc on se dit, ah bah putain, là, c'est cool. Enfin, et on arrive, hop, ça va le faire rire s'il s'en souvient, mais et on se regarde un moment et on est, je vais pas mentir, je voudrais pas exagérer, mais sérieusement, on devait être 10% de Français. C'est-à-dire qu'en fait, les 3 quarts du Bataclan, c'est des Américains qui en fait nous Ouais. expliquent après, ah mais aux États-Unis c'est déjà mort, hein, les salles comme ça, c'est fini. Là-bas c'est déjà un dieu, hein. Donc en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on vient en Europe. Parce qu'il y a que chez vous, enfin que on peut le voir dans des micro-salles minuscules, grandes comme notre salon, quoi. Alors que là-bas, c'est déjà les stades, en fait. C'est fini ce temps-là, il est déjà over, quoi. Et nous, on était là, ah bon putain, bah tu vois, il n'y a pas Internet ni rien, hein, je parle d'un temps. Et donc, voilà, quoi. Enfin, et alors Manson, c'était hallucinant aussi. Enfin, moi, il s'est juste tailladé le beat devant nous. Enfin, on était inquiets, franchement. Parce qu'il avait, non mais il avait déjà sa réputation, si tu veux. On Ouais. savait qu'il y avait une partie que c'était du show, et on savait aussi déjà que c'était une partie qui était pas du tout du show, et que donc c'était un mec qui était quand même très border, quoi. Enfin, il était souvent hospitalisé, il était vraiment sur le bord du truc souvent, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment on voit, il chope une bouteille de bière et il la fracasse par terre et t'as les tessons tout dégueulasses et tout. Et on se dit, il va faire une connerie, c'est sûr. Et à l'époque, il était squelettique, c'était une crevette, hein, et il commence à se taillader tout le bide et ça pisse le sang et tout, quoi. Et vraiment, et nous, on était juste en face, on se dit, what the fuck, putain. Mais c'était fascinant. En même temps, c'était très années 70 dans l'attitude, je sais pas comment dire. Il y avait une sorte de liberté totale. Les mecs étaient un peu fous, Ziggy quoi. Stardust Mais énervé. oui, mais il y avait un côté punk aussi. Punk, c'était punk, Mm. quoi. C'était pas grand-chose Ouais. d'autre finalement, hein. Mais par contre, c'était magique. Et ce concert, waouh, le meilleur. Bah après, en plus, quand je l'ai revu, c'était au Zénith, ça avait plus rien à voir. C'est déjà une machinerie hollywoodienne Ouais. où il se permettait plus du tout d'improviser quoi que ce soit. Donc bon, c'est autre chose, quoi. Mais ce concert Encore de là, Manson au Bataclan. le meilleur de ta vie, encore une fois, il y en a beaucoup des concerts meilleurs de ta vie, Ah mais Alex. mais non parce que ouais, bien sûr, il y en a plein, mais bien sûr, Mais bien oui, sûr. mais bien Heureusement, sûr, heureusement. Et en parlant de personnes qui vont pas bien à cette période, comme le disait Flo, Download Spiral va amener à ce que Trent, bon, ça va pas très très fort, et on va arriver encore à un moment c'est pas de hiatus, mais enfin un long moment entre deux grandes productions. Mais entre temps, il y a la soundtrack de Lost Highway de David Lynch qui arrive avec du Marilyn Manson, mais aussi avec ce morceau Perfect Drug que je trouve en termes de construction, je trouve exceptionnel. Voilà. Donc je pense que vous avez aussi une affection pour ce morceau, les gars. Oh. Et arrive. Alors je sais pas si on parle de Filter ou on parle d'abord de l'album de Nine Inch Nails, mais on va arriver à l'aube des années 2000, même 2000, où enfin le nouvel album de Nine Inch Nails arrive. Et là, vraiment, ça a attendu, encore une fois, vous êtes d'accord les gars, ça a attendu comme le Messie. Je veux dire, en tout cas, la critique, les magazines, tout ça, c'est l'album à écouter de l'année, c'est voilà, The Fragile, qui arrive aussi. Alors, The Fragile, Alex, comment tu l'as reçu cet album? Ouais. En fait, je l'ai reçu un peu. J'attendais beaucoup comme tout le monde. Et en fait, il s'est passé un truc avec Lost Highway qui est assez important dans la perception de Reznor. C'est qu'il a encore grimpé une marche. C'est-à-dire qu'en fait, il a collaboré à toute la BO. C'est-à-dire qu'aux 2 albums, en fait, il y a un album de chansons et l'album de Badalamenti. Et enfin, avec les musiques et tout. Et en fait, David Lynch a demandé à Reznor non seulement de faire une chanson originale, mais surtout de l'assister, en fait, de l'aider, de collaborer dans la production, et dans la production de ces 2 disques, enfin de ces 2 BO, quoi. Et donc, comme les BO ont été très bien accueillis, enfin c'est même on était tous en adoration devant ces soundtracks, quoi. C'est vrai que Reznor en plus est devenu aussi un mec qui est vraiment
pas juste un mec qui est devant et qui en son nom fait des trucs, mais qui est hyper doué pour choisir les artistes, les guider, etc. C'est lui qui avait fait chier à l'époque les Smashing Pumpkins parce que la chanson proposée ne lui allait pas. Et du coup, ils en ont proposé une autre, et du coup, c'est passé, etc., etc. Il y a eu enfin, c'est une vraie collaboration. Et d'ailleurs, David Lynch avait dit, voilà, que c'était heureusement que Reznor était là, quoi. Enfin, pour le rendu final de tout ça. Donc, Et puis c'est le côté artiste à artiste, artiste avec un grand A à artiste à grand A. Exactement. C'est Exactement. c'est l'adoubement des grands mondes des Voilà. artistes. Donc Reznor, tout d'un coup, je dirais pas qu'il était vu comme un intello, mais en fait, quasiment. Enfin, si. Moi, À je me souviens partir qu'à de là, l'époque, il plaît beaucoup dans Intello. l'IP, À partir de Lost Highway, il plaît beaucoup Intello. Là. voilà, c'est ça. Je me souviens même dans Le Monde, ils en parlaient tout d'un coup. Enfin, ils disaient, oui, alors vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent, avec une vraie culture, qui machin et tout. Bon, voilà. Donc le mec, il quitte complètement l'univers des, entre guillemets, des clowns du rock, enfin, ou je sais pas quoi, tu vois. Et donc, du coup, The Fragile, vraiment, énorme attente, d'autant qu'on apprend que ça va être un double album. Et donc là, on se dit, putain. C'est vrai que, comme tu disais, par contre, ça faisait longtemps qu'on attendait, parce que c'est sorti fin 99, si ma mémoire est bonne, à peu près. Ouais. Même Or, 2000, je crois. Mais non, je peux me tromper. non, 99 99, Ok, ça ouais. c'est sûr. Ok. Mais vers fin Mais 99, là, je crois. ouais, la tournée se fait en 2000, c'est vrai. Et dans Spiral, c'était 94, comme tu as dit, donc ça fait un putain de temps qu'on attendait quand même. Bon, entre-temps, je crois qu'on avait eu, il y avait eu des trucs, mais enfin pas de vrais albums. Donc, alors, The Fragile, je le dis honnêtement, puisque c'est ma première déception. Ça n'a pas duré, mais ça a été ma première déception. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai écouté un nouvel album, quand même, de Nine Inch Nails, et où j'ai pas tout adoré. C'est-à-dire que, où j'ai décelé des chansons où je me suis dit, ah, ok, bon, ok. Sans parler de redites, mais où je me suis dit, putain, ça aurait fait un super album. Enfin, voilà. Donc, et après, je l'ai réécouté, je me suis un peu calmé, machin, et c'est devenu aujourd'hui, c'est un disque que j'adore de A à Z. Mais ça, par honnêteté, je tiens à dire que ça n'a pas toujours été le cas, et que c'est un moment où je me suis dit, il a été trop gourmand. Il a voulu faire son White Album des Beatles ou je sais pas quoi. Enfin, il s'est dit, je peux faire un double album de chef-d'œuvre, et non. Mais alors, j'étais pas le seul. Je me souviens que les critiques étaient pas toutes dithyrambiques à mort. Hein. Par contre, numéro 1 des ventes aux États-Unis, donc son premier album numéro 1 direct. Donc bon, la messe est dite. Hein. Et globalement, énorme succès, etc., etc. Donc, donc c'est un double album que aujourd'hui j'adore. Mais je dois être honnête, quand la première fois que j'ai écouté, j'étais un petit peu déçu. Ouais. Et toi, Flo? Moi, ça a été mon album préféré. Parce que je pense que aussi, voilà, on n'était pas. À l'époque de la sortie, j'étais pas là, hein, j'étais un enfant. Mais du coup, je l'ai connu plus tard. Et c'est vrai que c'est un album conceptuel assez intéressant. C'est-à-dire que je pense que tout le monde attendait un nouvel album de rock. Et lui, il est arrivé avec un album de cinéma, en fait. Ouais. En vrai, c'est une progression, l'album, parce que il y a des thèmes qui reviennent en permanence. Il y a il rejoue du piano. Vraiment, des morceaux, parce que c'est son instrument de base quand même. Tout est beau, tout est. Moi, c'est mon album préféré vraiment du début à la fin. Je trouve que de Nine Inch Nails, ça a été le travail le plus abouti qu'ils aient fait, et le plus conceptuel, le plus quelque part intelligent. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, le fait que qu'il bosse des fois un peu dans l'ombre avec Lynch et tout, machin. Mais moi, je trouve que c'est là où il est bon, en fait, parce qu'il est pas bon en frontman. La vérité, c'est qu'il est pas bon en frontman. Quand il est en frontman, il fait chier tout le monde autour de lui qui sont ses musiciens. Et en plus de ça, moi, je l'ai vu du coup plus tard dans sa carrière. Hein. Je l'ai vu en 2006. Non, je dis de la merde. Je l'ai vu en 2015, je crois. 2015, donc bon, déjà là il commence à être voilà, c'est une rockstar déjà, mais il dit pas un seul mot au public. Le mec, il passe sa vie, toute sa vie, il a déjà fait une belle grosse carrière, il monte sur scène, le gars, la seule chose qu'il dit au public, c'était thank you so much. Voilà, ça c'est clair, je peux te le dire, j'ai vécu. Mais tu vois, donc
tu dis ok, c'est son truc et tout, il y a aucun problème là-dessus, c'est un excellent musicien et le spectacle est nickel. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que j'adore aussi cet album, c'est qu'il y a des moments où il n'y a pas du tout de chant parce que c'est un musicien à part entière qui sait ce qu'il veut et il le fait bien. C'est pour ça que sa carrière qu'il a actuellement, je trouve qu'elle ressemble bien à The Fragile parce que tu as ce truc où ok, moi je suis un musicien, si à ce moment-là j'ai décidé que la guitare, allez, genre We Are In This Together, la guitare, le son c'est de la merde, mais de la merde, j'ai envie de te dire que c'est une DI, une guitare, une disto faite à la Schmirlap en mode tiens, la voix, la même chose. Le son, vraiment, c'est insulter un producteur de. Si je lui demande ce son-là, il va me dire non, mais gros, s'il te plaît, m'insulte pas, quoi. C'est comme si tu vas au Ritz et que tu te demandes un burger, quoi. Tu vois, c'est. Mais le gars a décidé que c'était comme Un ça. Américain Ça est capable de le faire. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que il est en mode je sais ce que je veux, je vais le faire parce que je sais ce que je veux. Et tout Mais est-ce l'album que est c'est comme pas, ça. ouais. Est-ce que c'est pas là où on comprend que c'est vraiment un cerveau de studio, un truc comme ça, et que Ouais. effectivement en live, moi, bon, j'ai pas eu la chance d'avoir cette émotion que tu as eue, toi, Alex. Aussi, moi, je me souviens très bien de cette époque parce que, bon, comme je vous le disais, j'étais très branché radio rock belge et néerlandaise, un peu anglaise, où là, ils avaient travaillé la sortie. Sauf que je pense qu'à mes yeux, c'est une erreur, c'est de choisir comme premier single, donc le single qui est au moment qui annonce que l'arrivée de l'album et donc qui te fait aller acheter l'album. Ils prennent Starfucker Incorporated comme single en haute rotation et donc en gros tu t'attends à avoir ça 12 fois, tu vois. Et ça disait pas vraiment tout de l'esprit de cet album. Enfin, ça c'est un regard Mais personnel. sauf erreur, c'était un faux premier single puisque c'était, je peux me tromper, hein, mais de mémoire, ce morceau n'est jamais sorti en physique et il n'y a jamais eu de clip, il n'y a rien eu. Ce qu'on a eu en physique tout d'un coup avec le premier clip et où la vraie promo a commencé, c'est We Win This Together. Ouais, je suis d'accord, mais en Voilà. rotation radio, Ouais. ça a été en rotation radio. Ah oui, oui, oui. Mais Effectivement. après, oui, il y a eu plein de, c'est sûr. Mais je voulais te dire que enfin, pour le souvenir magique de Reznor sur scène, te dire que par la suite, je l'ai vu quasiment à chaque fois, évidemment, et que j'irai pas jusqu'à dire que je me suis fait chier à chaque fois. Mais honnêtement, le mec, c'est pas possible, quoi. Enfin, il est devenu l'antithèse de ce qu'il était avant. Enfin, c'est l'antithèse d'ailleurs, maintenant qu'on a YouTube, c'est magique parce qu'on peut regarder toutes les premières tournées de Nine Inch Nails. Le mec, c'était un pantin désarticulé qui sautait de droite à gauche. Enfin, c'était fascinant. Il y avait une espèce de transe, vraiment. Et aujourd'hui, on dirait Bruce Springsteen, quoi. Il est bodybuildé, il se met debout, il ne bouge plus. Comme ça, voilà, c'est clair. Et comme disait Flo, il ne te parle pas, donc ça fait vraiment les deux cumulés, voilà, bref. Donc pour l'osmose, la communion, bah il y en a pas, il en veut pas de toute façon. Hein. Clairement, il Non, ne veut pas non, c'est clair. il ne veut pas l'établir. Et honnêtement, je vais pas dire que je m'en fous, mais pour moi, Nine Inch Nails sur scène, très peu d'intérêt. Ça en avait à l'époque où tu entendais des choses intéressantes. C'est-à-dire où il s'éloignait des versions de l'album, où il y avait vraiment des tentatives, ça partait en couille, c'était génial. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Les tournées durent, je sais pas combien de temps, tout doit être calibré parce que c'est plus possible. Je comprends, hein, je sais pas un proche. Il y a un moment, oui, tu ne peux plus improviser, c'est plus possible. Donc par contre, on n'a plus ça non plus. Enfin, donc en fait, il y a plus de surprise vraiment. Tu touches du doigt l'hypothèse que j'ai, c'est que quand c'était intéressant en live, c'est qu'il y avait d'autres personnalités qui venaient contrebalancer peut-être aussi. Et donc, un personnage qui fait partie de l'histoire de Nine Inch Nails, enfin, ça lui colle à la peau. Et on est à cette époque de The Fragile. C'est vraiment... et en gros, il y avait une sorte de concurrence qui se faisait. Moi, je t'avouerais que moi, je suis plus parti aussi sur Filter, tu vois. Donc sur Richard Patrick Filter, qui ça lui colle à la peau, hein, le fait qu'il a été dans Nine Inch Nails. Et à cette époque là, Filter a des compos qui marquent, je trouve. Tu te dis, c'est quand même dommage qu'il se soit quelque part à chaque fois, dès qu'il y avait un mec qui ressortait du lot dans son entourage, qui soit un petit peu, tu sais, qui
qu'il l'ait rejeté. Voilà, Ouais, c'est on clair. en parlait en début d'émission. On en parlait dans le début d'émission, mais pour ceux qui connaîtraient pas, je sais que Alex, c'est un groupe que tu chéris. Mais si vous aimez Nine Inch Nails ou si vous voulez découvrir Nine Inch Nails, penchez-vous aussi sur Filter. Il y a vraiment des moments magiques. Florent, je sais pas d'ailleurs si toi, Florent, c'est quelque Si, chose que tu aimes. Ça va. Ça va, ça va, mais c'est pas Sans non plus, Florent, ça va. Ouais, moi c'est Ça quand passe, même, Ouais, ça c'est- passe. tu sais, ça s'il faut passe, choisir un camp, moi ce sera toujours le camp Reznor, mec. Ouais, Bon, en ouais, plus ouais. de ça, moi tu vas te rendre Ouais, compte il y a au des fur et à belles mesure du balades, temps. là, tu vois, je sais pas, il fallait quand même draguer à l'époque, merde. Non, mais tu vas te rendre compte que s'il y a un camp à choisir, à chaque fois, moi je vais être du côté du connard. Toujours. Ah, toujours. Et puis moi, je suis du Manson côté, et John je donne un Five, peu, moi je vais je donne un peu à la Manson. victime, tu vois. Ouais, d'accord. Ok, Ouais, bon, victime, ça m'intéresse pas. d'accord. Bon, pour Nine Inch Nails, en tout cas à cette époque-là aussi, moi j'ai les nerfs parce que je pensais aller les voir. Et en Angleterre, à Londres, hein, si je m'abuse, pour sa tournée en 2000, donc la tournée européenne et tout ça, il fait une overdose à Londres. Londres. Donc la tournée européenne est ça s'arrête là. Et donc en fait quelque part cette overdose, bon, elle est assez terrible, mais je pense qu'on peut voir aussi le trend qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être, tu sais, il se remet de ça et c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau trend. Et donc là, il va falloir encore attendre longtemps, si je ne me trompe pas, parce que Je en voudrais termes juste. Vas-y. On le chiant depuis le début. Non. Je voudrais juste parler parce que effectivement il y a cette tournée qui commence, etc. Il va y avoir l'overdose, etc. Mais nous, Ouais. on a quand même eu un album de remix fabuleux et c'était pas anecdotique. Ah, c'est vrai. Voilà, donc Things Falling Apart. Et je voulais quand même qu'on le mentionne parce que c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que Nine Inch Nails, je trouve que quand t'es fan de Nine Inch Nails, la chance que t'as, enfin moi par exemple j'ai toujours adoré les remixes parce que, enfin quand c'est bien fait évidemment. Ouais. Mais et je trouve qu'on a été très gâtés, mais très très gâtés parce que Reznor est un passionné dès qu'on peut retravailler une œuvre, la rebidouiller, ça l'obsède complètement, il le dit souvent. Et du coup, il nous gratifie, mais à une fréquence totalement anormale. Hein. Aucun autre artiste fait ça. D'hippie de remix ou d'albums de remix et de machin, mais sans arrêt. Et c'est génial. Donc on a quand même eu ce truc qui a fait, voilà, et qui était très bon. Ça, je voulais juste te dire, Ouais. Non, c'est dire vrai, ça. c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Et donc, À donc, l'inverse de Dépêche Mode qui font des remixes nuls. ah, c'est clair, moi je suis d'accord. Oh, ouais. On va pas recommencer la discussion Dépêche Mode. Hein. On s'est déjà assez discuté là-dessus. Hein. Et oui, et donc, mais je pense aller en parler, donc parce que il y a eu cet incident qu'on sentait venir un peu quand même, hein, parce que on entendait, voilà, hein, on était tous au courant qu'il était à la fois alcoolo et héroïnomane fini. Enfin, c'était sûr que ça allait mal se passer. Et donc il y a eu comme à ce moment-là donc la reprise phénoménale de Cash. De Johnny Cash, voilà. De Johnny Cash qui fait que... 2002. Ouais. Ouais. Mais qui, alors, on en a déjà parlé avec Dépêche Mode, on a déjà parlé, on avait fait une aparté. Ouais. Je vous conseille d'aller revoir cette discussion Dépêche Mode qu'on a fait tous les trois, qui est sur ma chaîne et la chaîne d'Alex Lafluite en vidéo, parce qu'on a fait une aparté justement Johnny Cash et Trent Reznor. Là-dessus, on va essayer de pas se répéter, mais à mes yeux, c'est que avec Johnny Cash et avec l'engouement qu'il y a eu sur cette vidéo et cette sortie de titre, ça a donc renvoyé un intérêt sur Nine Inch Nails et qui prouve bien que Nine Inch Nails était vraiment un mastodonte, mais chez les aficionados de musique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et que quelque part, c'est un peu bizarre, mais il a fallu ça pour que ce nom se devienne encore plus mainstream. Vraiment. Tu vois, sinon, tu vois, Nine Inch Nails, moi, je sais pas, avec les copains, on pouvait parler Metallica, on pouvait parler Korn, mais aller parler comme ça avec un pote Nine Inch Nails, c'était pas aussi simple que ça. Ça n'arrivait pas. C'est vrai. Et en plus, il y avait un truc à l'époque de la tournée pour le double album là. Il y avait un truc il y avait un glissement dans la perception de Reznor et de Nine Inch Nails. C'était la période aussi où Manson était énorme, vraiment. Il y a eu Mechanical Animal qui a quand même foutu une baffe, mais énormissime, hein, à tout le monde. Hein. Vraiment tout le monde. C'est le moment où
tu pouvais demander à n'importe qui, enfin, de Elton John à Metallica, je sais pas quoi, tout le monde était en adoration. Enfin, mais c'était plus que de l'adoration, ils étaient sur le cul, quoi. Pour le côté funky, enfin, c'est-à-dire que le mec touchait à tout. C'est un côté Bowie, mais sans le côté redite. C'est-à-dire qu'il s'était approprié intelligemment, en fait, l'audace. Mais voilà. Et d'ailleurs, c'est pour moi, après, c'est à partir un peu de là que ça va être un peu de moins en moins intéressant. Mais Pareil. je me souviens que pour The Fragile, il y avait quand même des gens qui commençaient à dire ok, Reznor il s'est embourgeoisé, euh, c'est fini le Nine Inch Nails foufou de Lollapalooza, le Nine Inch Nails couillu en fait dans la démarche en fait. Ça y est, c'est un entrepreneur maintenant. Enfin le mec, alors de génie, intelligent, doué et tout, mais il est chiant. Moi, c'est la première fois que je commençais à avoir des potes qui me disaient ouais, enfin il est quand même chiant quoi. Enfin on se fait chier quoi. On dirait déjà un vieux quoi en fait. À un moment où, au contraire, Manson, qu'il avait donc foutu dehors avec perte et fracas, mais qui ensuite est devenu une méga star, voilà, quasiment son égal, enfin même pas quasiment, c'est sûr, enfin en termes de vente largement. Et ce que Trent Reznor a très très mal vécu d'ailleurs, enfin je pense que tous ses proches l'ont confirmé un milliard de fois, hein, il l'a pris perso en fait, parce qu'en fait il avait dit à Manson qu'il deviendrait rien du tout, enfin du coup, à partir du moment où il le dégageait. Donc, et il s'est passé l'inverse, enfin, très, très clairement. Donc c'était compliqué. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y avait un côté, il était plus aussi bandant, je sais pas comment dire, voilà, excitant pour les gens. Et du coup, c'est vrai que la reprise de Hurt par Johnny Cash a quand même rappelé aux gens, enfin, que ouais, ok, alors bon, d'accord, d'abord tout le monde vieillit, enfin tout le monde évolue, mais putain, c'est un songwriter, tu peux pas lutter. Enfin, il y a un moment, et c'est d'ailleurs ce que Johnny Cash avait dit à l'époque. Enfin, il avait dit voilà, quand il avait écouté la chanson, il était tombé de sa chaise, enfin, par la qualité de la chanson, tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que ça le remettait sur un piédestal qui est mérité. Enfin, voilà, on est tous. Enfin, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un, même les gens qui l'aiment pas, par exemple, me disent pas que le mec est incompétent ou médiocre. Enfin, c'est des mots que j'ai jamais entendus associés à Trent Reznor, mais même de gens qui peuvent pas le piffer, quoi. Ou qui ne sont pas sensibles à son univers, parce que ce qui est possible aussi, enfin, évidemment. Ouais. Donc moi, je le raterai parce que je crois que c'était à Anvers où ça sera annulé pour ça. Et donc, il se passe plusieurs années. Dites-moi si je me trompe, mais en tout cas pour moi, c'est l'album suivant qui arrive en 2005. Je suis plus sûr, les gars. C'est ça, 2005, ouais. 2005. Et là, vraiment, je vais vous dire, ça c'est hop, je mets là, tu vois, with teeth. Avec des dents. Donc, avec les dents, Nan Mitchell aurait-il encore du mordant, hein, voilà, ouais, merci. J'ai jamais écrit à Libération, mais j'en suis pas loin. Donc, moi, ça a été un grand plaisir d'écoute d'album. Tu sais, je me souviens encore du plaisir d'écouter, tu sais, dans de bonnes conditions. Je mets cet album que je venais d'acheter, je le mets d'ailleurs, et quel plaisir. Mais quel souffle, tu vois. À l'époque, en 2005, pour moi, j'ai acheté énormément d'albums et tout, mais là, je me dis, là, on est sur carrément autre chose, tu vois. Là, il y avait, tu sais, c'est comme il y a un vrai, enfin, j'aime beaucoup, ça a vraiment été une claque d'écoute. Flo, toi, cet album-là, tu le vois comment? C'est le premier album de Nine Inch Nails que j'ai écouté, du coup. Ça coïncidait avec les années où j'ai découvert. Et je l'ai beaucoup aimé. C'est un album que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment que des très bons titres. Après avoir découvert Nine Inch Nails, j'ai trouvé que c'était l'album le plus mainstream et l'album le plus vendeur en fait qu'ils avaient fait. J'ai l'impression qu'ils avaient envie de revenir au rock et tout ça. Bon, ça reste un album que j'aime beaucoup parce que le son est cool, tout est bien fait, tout est bien écrit, ça c'est clair. Et puis dedans, il y a ce que je considère être mon morceau préféré, tout style et tout artiste confondu, qui est Right Where It Belongs, qui est vraiment un de mes morceaux préférés. C'est si on veut que je parte dans mes pensées et que j'arrête d'écouter ce que les gens me disent, on a juste à mettre ce titre-là et je suis plus là. Donc, ça faisait le même effet, tu vois. J'écoutais l'album, ce que tu dis, ça me faisait ce même effet. Effectivement, je partais
Ah, mais effectivement. vraiment, Voilà. ce morceau qui est le dernier morceau de l'album, Right Where It Belongs, c'est vraiment mon morceau vraiment préféré, mais tout style, tout artiste Mm. confondu, c'est ma chanson préférée. Mais c'est vrai que c'est un album cool. Quand je l'ai écouté la première fois, je me souviens que sur le tout premier morceau, All the Love in the World, il y a une grosse. Il y a un gros genre de canon. Enfin, il fait pas mal de trucs avec sa voix sur la fin du morceau que j'avais trouvé super cool parce qu'à l'époque là, du coup, je chantais déjà, donc ça m'avait interloqué. Il y avait eu The End of the Fate qui est ouf. Enfin, il y a beaucoup de gros Getting Smaller aussi qui est un gros morceau. Il y a beaucoup d'énormes morceaux qui sont vraiment très cool, qui sont très bons à se prendre en live aussi. Mais maintenant que je connais un peu plus Nine Inch Nails et que j'ai bouffé un peu tous les albums et que je trouve que c'est le moins audacieux par contre. Mm. C'est un album de rock, quoi. Alex, et toi? Un peu comme oui, tout à fait. Enfin, en fait, je suis complètement d'accord avec tout ce que dit Flo. J'étais à part que moi j'étais comme j'étais contemporain de la sortie ouais, de Pretty Hate Machine, et que là il y avait vraiment enfin il y avait une volonté, je trouve, de revenir à des structures de chansons beaucoup plus simples et beaucoup moins, j'allais dire prétentieuses, mais c'est pas Mhm. prétentieux, c'était ambitieux. Ouais. Il y a une énorme différence. Mais que là, on retrouvait vraiment des mélodies beaucoup plus accessibles. Enfin, comme dit Flo, c'était beaucoup plus mainstream. Moi, j'ai souvenir de gens qui aimaient pas trop, enfin, qui aimaient pas grand chose à part Potato Machine de Reznor, et qui ont adoré ce disque, vraiment. Hein. Même le single Only, très pop, avec Mhm. son côté pumchak, le chant beaucoup plus lisse. Et puis bon, le tube, oui, c'est tubesque. Every Day is Exactly the Same, qui est magnifique, hein, avec un refrain, mais d'une beauté. Mais moi j'ai envie de chialer, tellement je trouve ce refrain sublime. C'est le génie de Reznor, hein, vraiment. Mais c'est vrai que Ah, ce le disque, je son le trouvais. d'introduction, tu Oh me l'as mis dans la putain, tête, là. c'est fabuleux, fabuleux. En plus, on savait, voilà, comme tu as dit, enfin, comme vous avez dit que il se sortait, enfin, en tout cas, il luttait, il n'était pas encore, c'était pas réglé, mais il se débattait vraiment avec ses démons d'alcoolisme et de dépendance aux drogues, et que c'est sur ce disque qu'il avait essayé vraiment de s'évader de lui-même, enfin, de revenir à des choses plus pures, Mhm. de moins se prendre la tête lui-même. Et je trouve que c'était très réussi, même si du coup, artistiquement parlant, l'album est moins intéressant, enfin je sais pas comment dire, comme a dit Ouais, Flo, c'est enfin carrément. c'est moins, c'est pas un album, c'est pas l'album, par exemple, c'est sûrement pas l'album que je tendrais à un mec qui me dirait ok, j'ai une heure, fais-moi écouter du Nine Inch Nails. Non, je lui donnerais sûrement The Downward Spiral, je pense, Ouais. personnellement, mais je lui mettrais pas ni le premier ni celui-là. Par Bah, contre, je trouve, tu vois, je suis ouais. d'accord, Alex, parce que tu choisis un classique du rock pour toujours dans notre Spiral, tu vois. Mais Hmm. honnêtement, si tu dois mettre le classique du groupe, enfin de Trent, de côté, perso, j'irais sur With Thief. Tu vois. Ah ouais, Perso, bah, moi, mais je j'irais comprends. sur Mais moi, j'ai celui-là. plein de potes pour qui c'est vraiment un de ses tout meilleurs albums, parce qu'en fait, il a su je sais plus qui m'avait dit une fois, en fait, son piège, c'est son intelligence, enfin, son intelligence. Tu sais, c'est un petit peu comme les gens qui réfléchissent trop et qui, du coup, se torturent. Enfin, c'est le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le mec a du talent, et à force de se dire, non, ça peut être mieux, non, ça peut être mieux, non, je peux aller plus loin, non, je peux encore plus vous impressionner, je peux faire ci, et ça, bah, tu sabotes ton propre truc. Alors, j'ai pas d'album de Nine Inch Nails que je trouve nul, où je me dise, il en a trop fait et il a gâché son propre travail. J'ai pas vu ça. Mais par contre, il y en a où oui, il aurait peut-être gagné à être un peu moins dans le triturage de son ou de machin. Bon, trop c'est trop parfois, ou c'est gratuit. Enfin, mais bon. Mais là, je trouve que c'est vrai que sur ce disque, et d'ailleurs, je trouve ça super intéressant, c'est que Flo, il a cité les chansons, j'en ai cité d'autres. Enfin, en fait, ça se complète. Globalement, c'est comme un bon disque, quoi, en fait. Même si on n'a pas Ouais, tout. carrément. Et d'ailleurs, l'album a été numéro un aux États-Unis dès sa sortie, pareil. Ouais. Donc Carton. vraiment, là, la preuve, gros carton, la preuve que Nine Inch Nails peut encore dominer le game, quoi, mais complètement, quoi. Mhm. Mhm. Et, euh, et j'ai pas souvenir de mauvaises critiques non plus. Ce qui est vraiment, voilà, il Non, y a ça, quand même eu, il a fait beaucoup de disques où il y avait un consensus complet de dire c'est bon,
Enfin, c'est deux qualités. Après, on pouvait ne pas aimer, mais il n'y Ah avait pas de ouais, critique même qui la disait concurrence, même les petits une groupes bouse, hein, quoi. et les gros groupes, quand c'est sorti tous, vous avez écouté l'album de Nine Inch Nails, je me souviens très bien que Hmm. plein de mecs, même Fred Durst disait non l'album de Nine Inch Ouais, Nails c'est le meilleur, tu vois. Et tout. ouais. Mais en plus, il y avait un truc, c'est que quand ce disque est sorti, on était vraiment, ça faisait déjà longtemps en fait, qu'il y Mm, avait euh, pléthore de sous Nine Inch Nails. On n'en a pas encore oui, parlé, C'est vrai. mais Nine Inch Nails fait partie de ces groupes, un peu comme Guns, hein. Moi, je me souviens que quand Appetite for Destruction, tout d'un coup, est devenu la norme, alors que jusque-là, il fallait être tout lisse et ressembler à Bon Jovi. Pour One je veux dire. On signait à tour de bras tous les sous Guns N' Roses. Et on s'est retrouvé avec plein d'albums bidons sur des majors, hein, sur des énormes labels, hein, avec de la promo, des gros clips et tout. Et c'était vraiment médiocre, enfin honnêtement, parce que tout le monde n'a pas le talent d'Axl Rose et compagnie. ouais. Et là, un peu de la même façon, on s'est retrouvé. Moi, je me souviens très bien parce que bah, on était curieux, donc des fois, on a acheté des trucs et on était Mm. déçus, quoi. Des sous Nine Inch Nails, enfin des trucs. Putain, putain. Bref. T'arriveras à m'en citer quelques-uns, Oh, Alex? mais il y avait un truc qui s'appelait Gravity Kills qui était nul à chier. T'avais Machine of Loving Grace qui était pas mal du tout, mais qui était pas. C'était pas. Enfin, fallait pas comparer, quoi. T'en as eu plein, vraiment plein. Mais c'est que avec ce disque, je trouve qu'il a. Mais par contre, les mecs étaient moins ambitieux. C'est ça que je veux dire, en fait. Les mecs essayaient pas de faire The Fragile, tu vois. Ils Mm. essayaient tous de faire Petite Machine. Vraiment, hein. Mm. Clairement. Et lui, pour moi, avec With This, il a montré que même dans ce genre-là, ça reste le boss. Mais de tellement loin, quoi. De tellement loin, Ouais, quoi. mais moi, c'est vrai que c'est un album qui, à la limite, peut-être pas à ce point-là, mais moi, je trouve que voilà, il peut concurrencer avec un. Ah, j'ai perdu le mot. Je trouve plus le nom du groupe, mais Mm. le groupe de Josh Homme. Queens of the Stone Age. Voilà, pour Ah moi, oui, tu vois, il peut faire, pour moi, cet oui, oui, album-là, oui. il colle bien, tu vois. Il y a un peu trop de clavier pour être du Queen of the Stone Age, Mm. mais ça colle quand même, tu vois. Ouais. Mais c'est un bon album, mais ouais, clairement, si je me dis, bah écoute, ça manque de trucs complètement dingues, ça Ouais, c'est manque clair, mais c'est de sûr. clavier ultra étrange, ça manque de sons dégueulasses, mais après, c'est un bon album quand même. Non, il n'y a pas de prise de risque, hein. C'était pas Mm, le. Je pense qu'il s'est soigné lui-même. Enfin, je sais pas, il s'est fait du bien. T'as l'impression qu'il s'est passé de la pommade à lui-même, tu vois, je sais pas comment mm. dire. Mais c'est très bien. Du coup, on est tous gagnants. C'est un chouette disque. C'est top. Et puis, je pense que lui, ça lui a fait du bien, effectivement, en plus, Et de puis, à voir son que. compte en banque. Je pense qu'il lui a fait du bien au compte en banque aussi, C'est celui-là. clair, c'est clair. Non, mais c'est Ouais. sûr, c'est sûr. Non, non, puis comment on était dans un truc d'enthousiasme par rapport à la soit, enfin à l'époque, je redis à l'époque, certains les critiques qu'il y avait eu sur The Fragile, là, With Teeth, c'était bon le taulier qui revient. Je savais pas il avait encore des problèmes. Moi, je pensais qu'il en était Ah sorti ouais, parce que non, 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 je vais le c'était pas voir sorti. à la suite de ça, je vais le voir en concert justement. J'ai enfin l'occasion d'aller voir en concert. Il m'avait l'air en pleine forme, sauf que, comme l'a dit Flo, c'est fou parce que je vis un divorce pendant ce concert, je vis un divorce avec Trent, tu vois. J'étais tellement enthousiaste de cet album que je réécoutais en boucle, tu sais, et tout. J'étais tellement fier d'y aller et tout. Et le mec, il a divorcé avec moi sur scène. Tout ça. Mais le concert n'était pas mauvais non plus, tu vois. Oui, Mais oui, bah oui. effectivement, je sais pas s'il était là pour nous. Voilà, mais bon, ça arrive. C'est pas grave. Non, mais Et donc, c'est dommage. C'est c'est vraiment dommage. dommage parce que je pense que ça pourrait être un groupe. Tu vois, quand je Moi, pense ça m'a fait tourner. Ça m'a fait un peu tourner je trouve ça dans mon dommage. rapport au groupe. Moi quand je compare par exemple à son grand pote, puisque il est resté copain quand même, vraiment toujours avec Axe Rose. Mm. J'avais même lu une interview super émouvante. C'était en, je sais plus, il y a 10 ans, je pense, Mm. de Trent Reznor où il parlait très longuement de son amitié avec Axe Rose et où Ouais. il racontait des trucs hyper perso. Enfin, et notamment des moments où il allait voir Axe Rose chez lui pour essayer de le motiver à sortir un disque, quoi, parce que l'autre était devenu complètement, enfin, il n'arrivait plus à faire le geste, tu sais, de dire c'est dans la boîte, allez, hop, Ouais. au label, et que c'était un truc de fou, un peu comme dans le film Aviator, tu sais, Ouais. enfin, où vraiment tu deviens fou, t'es isolé, t'es dans ton palais, et où il disait
Il disait ce mec, je lui dois tellement humainement, Axe Rose, alors ça c'est sûr, mais en plus j'ai une telle admiration pour son génie d'écriture, que vraiment ça me brisait le cœur de le voir. Et en plus il disait, dans cette interview, il disait Axe Rose me faisait écouter des chansons en me disant, il y a par exemple dans le genre qui m'énerve, il y a cette merde, et il disait, et la chanson était tellement sublime que je lui ordonnais de la sortir. Et c'est des trucs qu'il a jamais sortis. Qui sort pas et tout. Et il disait, il en a plein les tiroirs, hein, des chefs-d'œuvre, mais qui sortiront pas parce que c'est dans sa tête, c'est compliqué. Et il racontait tout ça. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que par exemple, je me souviendrai toujours dans les années 2000 quand Guns s'est passé à Bercy. Ouais, à Bercy. Et où ils ont eu plus d'une heure de retard. Non, 2 heures de retard, je ne me souviens même plus. Enfin bon, tous ceux qui y étaient. Pour Chinese Democracy, c'est ça? Ouais, exact. Et qui regardent cette vidéo et qui y étaient s'en souviendront. C'était une catastrophe. Mais une catastrophe. C'est-à-dire que la salle folle de rage. Enfin, comme tu peux imaginer. Enfin, il y a un moment, les gens comprenant que où le concert va être annulé, où il va durer une demi-heure, et de toute façon comment on rentre. Enfin, je veux dire que c'était à Paris, tu vois. Donc, il y aura plus de métro. Enfin bon, c'était une catastrophe. Un mec qui vient s'excuser en disant le groupe ne va pas tarder. Enfin, moi, putain. Bref. Et le groupe arrive. Et Axe Rose nous parle pendant 10 minutes en s'excusant. Et il nous parle, mais comme à des potes, quoi. Et il nous retourne, mais tous, en 10 minutes de speech. Donc il dit, ok, vous savez quoi, je vais me prendre une amende, hein. Donc de toute façon c'est clair, hein. Et en fait il nous raconte tous les trucs, c'est hallucinant. Et il nous dit donc je vais me prendre une amende, mais en fait le concert on va le faire et non seulement on va le faire, mais en fait on va jouer d'autres titres quand on aura fini le truc parce qu'on a décidé de passer une bonne nuit, une bonne soirée, etc. Donc il s'excusait pour les gens qui allaient pas pouvoir rentrer facilement, etc. Mais qu'en gros il allait se faire pardonner. Et au lieu de durer, je sais plus si c'était des trucs réglementaires, j'ai oublié, mais le concert a duré une éternité. Mais c'était fabuleux, enfin c'était extraordinaire. Et quand ça s'est fini, il y a une ovation, mais de taré. Et quand on est tous sortis, il était, je sais même plus, genre quasi 3 heures, enfin tu vois, genre, donc les 3 quarts des gens aérés, appelaient des taxis pour les plus fortunés, mais les autres, tu vois, genre comment on rentre, tu vois. Donc on va s'asseoir quelque part et on va attendre les premiers métros, c'est beaucoup plus simple. Mais tout le monde était euphorique. Je me souviens que les gens riaient tellement le concert avait été fabuleux et le mec avait été adorable et il nous avait complètement charmé pendant tout le concert, tu vois. Et il arrêtait pas de nous parler. Enfin, c'était fabuleux, c'était extraordinaire et on est tous sortis amoureux de ce mec. Enfin, et Reznor, il sait pas faire ça, mais il fait même pas l'effort. Enfin, il en a rien à péter. Enfin, c'est l'image qu'il donne, hein, qu'il en a Axel, rien il à aurait pu péter lui de ta gueule. apprendre. Autant Reznor c'est lui pour a ça dit de que, en fait, sortir des titres, autant Voilà. Axel, il aurait pu lui apprendre ça. Je Voilà. raconte ça parce que tu sentais que c'était spontané. Je pense pas qu'Axe Rose, d'ailleurs c'est pas le genre, il se soit dit je vais faire semblant d'être sympa avec le public. C'est vraiment pas son truc, quoi. D'ailleurs il s'est ramené, il a dit c'est la merde, voilà pourquoi je suis en retard. Enfin, c'était drôle, quoi, presque de voir un mec qui est une méga star te parler comme ça, quoi. Et d'ailleurs je me souviens que le lendemain dans l'eBay il y a eu un énorme article sur le concert et qui était très élogieux, quoi. On dit vraiment, mais c'était génial. Mais Reznor, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Honnêtement, hein, quand tu vois ça, c'est vraiment. C'est en pour le pognon. Enfin, moi, je me dis, quelle excitation à ce mec de monter sur scène de nos jours? Aucune. Plus aucune. Mais il fait même plus semblant. Enfin. Et on va en parler. Tu mets le doigt dessus. Et je pense qu'on sera tous les trois d'accord. C'est que finalement, quelque part, Trent, il s'est trouvé, en fait. Je pense qu'il est très heureux. Il s'est trouvé et que c'est pas un. Comme on l'a dit, c'est pas un homme de scène, mais c'est un compositeur acharné, et c'est en cela qu'il s'exprime. Et donc, c'est pas grave, c'est pas tout à fait. Non, c'est pas grave, mais il s'est trouvé en tant qu'artiste avec un grand A, comme on en parlait tout à l'heure avec David Lynch. Et il va falloir qu'on parle maintenant de films, parce que c'est ça la force. Et je pense que Flo, toi, ça doit te faire rêver que cette rockstar ait réussi aussi bien à devenir un compositeur de cinéma, de musique, de film aussi respecté et respectable, c'est incroyable parce que là où ça nous surprend, c'est, si je me trompe pas, 2010 avec cette affiche The Social Network, Trent Reznor et Atticus Ross. En fait, ça va être ça en fait le grand duo de Trent Reznor, la grande acceptation de Trent en tant que je parle à un égal. Sur le plan musical, vous êtes d'accord avec moi? C'est Atticus Ross, excusez-moi ma prononciation. D'ailleurs, petit aparté, si vous voulez vous renseigner sur Atticus Ross, je vous conseille un album qui vous fait comprendre ce que le mec, en termes de production, peut faire ou peut tourner un groupe. C'est ce groupe, et Flo, tu sais de quoi je parle.
c'est cet album-là que j'aime beaucoup de Korn, qui est un peu décrié, mais que j'aime beaucoup, qui est produit par Atticus Ross. Et là, il y avait de la prise de risque. On allait sur autre chose et tout ça. Et tu vois, et quand tu sais lire la chose, tu vois sa patte. Et donc, ce mec est Trent Reznor, premier travail avec Fincher, The Social Network. Et là, vous, cette musique, vous l'appréhendez comment? Moi, je suis pas. Par contre, c'est un film que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé parce que ça parle d'un mec, enfin, d'un mec qui a été important pour pour toutes nos générations. Ouais. Après, je suis pas un gros cinéphile comme Alex. D'ailleurs, pour dire toute la vérité, je regarde les vidéos d'Alex pour savoir ce qu'il faut que je regarde comme film, pour pas prendre de risque, parce que c'est rare que je me mette une série ou un film. Donc, quand lui dit que c'est bien, je dis ça doit quand même être cool. Alors, je regarde. Donc, pour dire, la musique de film, j'en écoute pas. Même si c'est Mike Patton qui fait partie de mes exemples, j'en écoute pas. Je sais que ça a été une grosse BO, une grosse soundtrack, que ça a été trop cool. Je l'ai écouté une fois, mais c'est vrai que moi, par contre, qui suis chanteur en plus, je me fais vite chier quand j'écoute des soundtracks. Je trouve qu'elle est ultra bien écrite, que c'est super cool, et c'est ce que je vais reprocher en fait à la suite de Nine Inch Nails en fait. C'est que c'est ultra bien écrit, mais par contre il y a de moins en moins de performances vocales, quoi. Alex, tu as peut-être quelque chose à dire ou pas là-dessus voilà. Non, ouais, je voulais dire pour les fans de Nine Inch Nails qui regarderaient que donc quand même avance. Enfin, en fait, cette collaboration avec Fincher, et c'est comme la collaboration avec Lynch en fait. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois qu'il se relève un peu on va dire un petit cassage de gueule, enfin une dégringolade un peu. Pour dire quand même qu'on n'oublie pas de parler de l'album Year Zero qui est sorti en 2007, qui n'a pas été un triomphe du tout. Enfin, ça a marché. Ça a marché auprès des fans, mais effectivement, il n'y a pas de quoi non plus en parler pendant 1000 ans. C'était le dernier album qui devait à Interscope, donc c'est aussi la fin d'un cycle et tout. On sent quand même Reznor assez démotivé. En 2008, on avait eu par internet un double album d'instru Ghost, je sais plus quoi, Ghost 1 à 4, hyper chiant, mais que personne n'a compris. Enfin, c'était redondant, enfin prétentieux. Alors, par contre, vraiment prétentieux, enfin indigeste même, j'ai envie de dire. Et la même année, en 2008 toujours, mais un peu plus tard, on a l'album Surprise qui nous offre en plus, donc qui sort sans aucune promo, qui s'appelle The Sleep. Ouais. Et qui voilà, un matin il dit this one's on me. Je me souviens, il y avait le message sur donc c'est ma tournée, enfin celui-là est pour moi, donc il nous l'offrait. Enfin, la démarche était sympa, mais bon, album très anecdotique, tout à fait le genre de truc où tu te dis il doit en avoir des centaines dans les tiroirs, un peu comme je parlais tout à l'heure d'Axe Rose avec des chefs-d'œuvre. Bah Reznor, il y a pas que des chefs-d'œuvre et c'est normal. Et là vraiment, ce disque-là sort, mais pas dans l'indifférence. Et en plus, la technique était un peu douteuse. Je me souviens qu'il s'en était un peu pris plein la gueule parce que, certes, il offrait l'album en téléchargement. Donc, génial. Par contre, quelques jours plus tard, en édition ultra limitée, il a fait plusieurs versions physiques qui là étaient hors de prix. Hors de prix. Donc, ça a commencé à $300. Enfin, et les gens ont dit, ah ouais, ok, enfin, c'est quand même assez minable parce qu'en gros, donc, il va détrousser les fans hardcore. Et en fait, il se la joue grand seigneur auprès des gens qui s'en battent un peu les couilles et qui vont juste télécharger parce que c'est gratos, donc autant écouter. Donc c'était pas une très bonne période pour lui, et ça faisait quand même 2 fois du coup que ses albums n'étaient pas encensés en tout cas. Et juste après, il se marie. Et j'en parle parce que c'est pas que au privé, il se marie et du coup il sort un disque avec sa chérie, enfin avec sa femme, pardon. Du coup, c'est juste sa chérie, sa femme. Il sort un hippie. D'un projet qui s'appelait A to Destroy Angels. Par contre, il y a eu des trucs cool. Hein. Avec Atticus Ross et Mary Queen Manding, j'ai oublié son nom, enfin sa femme. Et donc, tous les trois, ils sortent ces Tipeee qui est pas nul. Hein. C'est jamais nul avec Reznor, c'est jamais nul. Mais l'album est vraiment bien, par contre. Mais alors, il fait un clip avec, enfin, franchement, bref, c'est pas un triomphe non plus. Et d'ailleurs, normalement, ça devait annoncer un album ensuite. Et à ma connaissance, il est sorti. Hein.
Il y a eu un album, un full album Ouais, après, il, tu vois, il putain, était bien. Et j'ai sincèrement, oublié. Bah, tu je vois, te bon, le bah, conseille si tu me donnes envie si tu veux de. te détendre un soir. J'ai Écoute l'album, il est cool. Il est cool. j'ai dû l'écouter à l'époque, mais j'ai pas dû vraiment lui donner ça. Après, il y a aussi peut-être une période où j'étais moins attiré, tu sais, c'est comme parfois, t'as des cycles, en fait. T'es moins. Mais c'est vrai que, donc, voilà, c'était juste pour dire ça, parce que c'est à ce moment-là, effectivement, on arrive en 2010, et Fincher lui propose de bosser sur Social Network. Et là, c'est à nouveau un peu comme pour le Segway, mais là encore plus. En fait, c'est pas qu'un retour en grâce, c'est encore il a les lettres de noblesse nouvelles, puisque bon bah ouais, la BO, moi je suis comme Flo, hein, donc mais vraiment. Donc les BO, ça me gave à une vitesse. C'est le style, hein. Donc même une BO fabuleuse d'un Tim Burton que j'adore et tout, je vais te dire que c'est somptueux. Maintenant, tu vas me dire, tu veux l'écouter sans regarder le film? Je vais dire, non. Euh, Ouais. tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la différence. Il y a un seul mec avec qui ça me fait pas ça, c'est Philippe Glass. Mais Philippe Glass, c'est parce que pour moi, c'est un peu différent. Pour moi, je l'écoute comme de la musique classique. Enfin, c'est pas, pour moi, ça sonne même pas comme de la BO de film. Mais donc, mais là, ils ont Social Network, ils ont le Golden Globe plus l'Oscar de la meilleure BO. Donc là, Ouais. ils se sentent plus pissés, les mecs. Mais ils ont raison. Enfin, Sur leur clairement, premier coup, quoi. ils ont fait un boulot bravo, Ouais, coup de maître, enfin total. Et d'ailleurs, Mm. tellement coup de maître que David Fincher va rappeler Reznor et Ross pour la fille au tatouage du dragon machin, là, machin. Et Ah ouais. après, Gone Girl Et encore. Gone Girl. Gone Tout Girl, à fait. vraiment, qui a d'une part, qui a un film Oh, extraordinaire. j'adore ce film, j'adore ce film. Oh, bah, merci. Oh On putain, mais adore ce ce film, film il tous est les deux. tellement beau. On adore. Voyez ce Flo, film si vous l'avez pas vu. Je l'ai incroyable ce pas. film. Bouleversant, Vas-y, mais bouleversant. Ok. incroyable ce film. Et surtout, moi, là, je trouve que ce film, là, la patte Reznor et Atticus Ross se fait sentir pendant que tu regardes le film. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu complètement. vois? Et Moi, c'est ma préférée, bizarrement. De leur BO, je veux dire, des trois. C'est sur ce film-là, la BO, elle est magnifique. Magnifique. voilà. Enfin, elle me touche plus, tu vois. C'est pas, les autres aussi, Je mais vois ce celle-là, que elle je me veux dire. touche plus. Et donc là, il y a ce changement. Euh, on est bien d'accord parce que en termes de rythme de sortie, ça devient beaucoup plus, ça devient extrêmement compliqué à suivre. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, Et moi, ouais, je l'avoue. Hein. Moi, je vous l'ai ouais. dit en début, je suis le plus casual de nous trois. Je lâche le truc, hein, franchement et tout. Mais il y a quand même une sortie peut-être un peu différente des autres. Dites-moi si je me trompe. Je n'ai jamais écouté cet album, peut-être pas encore, mais peut-être Ouais. vous allez me dire qu'il faut que je le fasse. C'est celui-là, Hesitation Marks, Ouais, 2013. 2013. Alors, selon vous, j'ai fait l'erreur de pas l'écouter? Moi, je trouve que c'est un excellent album. Déjà, de D'accord. base, il arrive un petit peu. Là, on est justement, en fait, on est sur peut-être ce que leur premier label, le premier label leur avait demandé, le côté synthwave, new wave et tout. En fait, ce qu'ils voulaient qu'ils fassent à la base, eh ben, ils l'ont fait là. C'est très posé, mais je trouve qu'il est vraiment très très bien. Je l'ai vu, d'ailleurs, les deux fois où je les ai vus en concert, c'était sur cette tournée. Et j'ai pas été déçu, vraiment, Ok. c'était cool. Après, moi, ouais, je sais pas, en fait, je trouve qu'il y a une démarche ultra bien, que ce soit sur la voix, sur le travail des claviers. Justement, tu sais, pour quelqu'un comme moi qui est né fin des années 80, ça a été dur de comprendre le son de clavier de Dépêche Mode au début, tu vois. Alors que quand tu te prends cet album-là, le son, il est déjà beaucoup plus moderne, mais en vrai, la démarche, c'est la même. Ok. Et Alex, tu t'avais même souscris? pas écouté le single Came Back Haunted qui était quand même passé, qui était génial, qui était funky, enfin un truc de dingue quoi. Non, Moi je l'ai je trouve que cet raté. album, je rejoins Flo en fait, moi j'aime beaucoup ce disque. Je l'attendais plus du tout parce qu'un peu comme toi Captain, je m'étais dit, mais parce que Reznor lui-même le disait à une époque, c'est-à-dire qu'en fait il prenait tellement plus de plaisir à travailler sur des films. Il l'avait dit et ça Il le dit se lui-même. oui, voilà, il disait, moi faire des chansons maintenant, ça me Non, mais branche c'est un peu. vraiment. Le mec, franchement, il tire une balle dans le pied de Nine Inch Nails parce qu'il nous dit non, mais moi, en fait, moi, je suis en train de. Mon délire, c'est le cinéma.
Ah bon, bah, Oui, ok, mais alors en même temps, je il est me sens pas sincère. obligé de faire. Ouais, c'est vrai, Il est c'est ça. vrai, Non, mais par c'est vrai, contre, alors moi, c'est moi vrai. j'ai plein de reproches à faire à Reznor humainement. C'est-à-dire que je trouve qu'il est très loin d'être pas. C'est normal. Heureusement, bah, les mecs parfaits, super chiant quoi. Mais par contre, je trouve que pour un mec imparfait, il est très pédant. Et ça me déçoit un peu parfois. Et je trouve qu'en vieillissant, ça s'améliore pas. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de genre, le mec qui prend Jane Simmons de haut, mais non, mais enfin comme tout le monde lui a dit, hein, mais qui tu es, tu vois, enfin tout Reznor que tu sois, tu vois, en face de Jane Simmons, mais tu même pas la cheville, tu vois, enfin donc. Il y a un moment, en termes de, je veux dire, de ce que la musique te doit, hein, c'est pas en termes de, je dis pas qu'il y en a un qui Ouais, est ouais. meilleur compositeur que l'autre. Je veux dire Oui, qu'il y a une légende et un oui. très grand artiste, mais il y a une légende. Donc, donc là, c'est vrai que j'avais un peu lâché le truc, quoi. Et en plus, du coup, comme tu dis, voilà, et le mec il te dit sincèrement, ça me branche plus trop et tout. Bon, du coup là, on apprend la sortie d'un nouvel album. Je me dis bon, moi, je vais l'écouter. Après, c'est grâce à Internet. Et là, honnêtement, c'est merci à Internet, parce qu'en fait, comme ça ne demande aucun effort, eh ben, j'ai quand même cliqué pour voir Came Back Haunted. Et putain, je me suis dit, oh merde, l'enfoiré, quoi. Je me suis dit, c'est Ah, bon, bien. quoi. C'est grave bon, quoi. Et ça m'a ramené direct à Wistis, en fait. Je me suis dit, ok, d'accord, en fait, je me suis laissé avoir un peu par Year Zero et The Sleep, qui était quand même un peu décevant. Ouais. Il tournait un peu en rond, quoi. Et là, je me suis dit, ok, là, j'ai l'impression qu'il y a un retour à l'inspiration, quoi. Et l'album, je l'ai beaucoup aimé. Il y avait Copy of A aussi que je trouvais génial. Et assez audacieux, j'ai retrouvé une audace en fait en plus. Carrément, ouais. Qu'il n'y avait pas Donc dans WFTS. ouais, on est d'accord. Et l'album a pas vraiment marché, j'ai l'impression. Et c'est dommage, parce que il méritait en fait. Mm. Mais 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 voilà. Et puis après, c'est vrai que comme tu dis, Captain, les Reznor, il est dur à suivre parce que il s'habitue aussi à sortir des trucs sans prévenir et je comprends que c'est chouette. Enfin, je comprends qu'il y a un côté cool de se lever un matin et de te dire il y a un nouveau Nine Inch Nails et tout quoi. Mais il n'y a pas de miracle. Il y a quand même un moment, c'est quand même chouette aussi d'attendre une œuvre. Enfin, Ouais, carrément. moi je suis un vieux con. Qu'est-ce que j'étais heureux d'attendre la date de sortie d'un truc et tout. On C'était en a génial. parlé, tout à fait. On en a parlé dans nos discussions sur le On en film. a déjà parlé. Il y a un charme fou. On se souvient, toi, tu te souviens très bien de la sortie de Violateur de Dépêche Mode. Tu nous l'as raconté. Ouais, Et Flo, oui. Ouais. pour nous parler d'autres sorties, moi, je me souviens très bien de la sortie Bien de sûr. Ça, Korn. par contre, on l'a tous Pour le connu. The Leader de Korn, ça a beau être ce que ça a beau être. L'avant-album et quand il débarque, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Ouais. Ah ouais, non, Ouais. tout à fait. Et donc, bon, c'est vrai qu'il y a un moment où je trouve qu'il a pas fait le bon choix sur ce disque, enfin, qu'il aurait dû plus le défendre, etc., etc. Mais bon. Alors, il y a un dernier projet qui, moi, m'a. Ah, le trio. Bah non, il y a ça, il y a Ah ce non, pardon. film. Il y a ce D'accord. film. Voilà, Là. on s'arrêtera là-dessus parce que ça fait partie encore de son actualité, puisqu'il a gagné l'Oscar pour ce film. Alors, c'est déroutant, parce que je te dirais que l'association avec le jazz, je trouve ça assez déroutant, même s'il y a il y a des passages là-dedans incroyables. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, ou si toi, Alex, Moi, tu l'avais vu ce film. Alors la vérité, j'ai pas vu le film parce qu'il me faisait pas envie et j'ai même pas écouté la musique parce que je m'en fiche complet. En fait, je sais que ça va pas me parler parce Oui, non, mais- qu'effectivement, en plus c'est un peu jazzy machin et puis ça m'attire pas suffisamment. En fait, d'ailleurs les BO des trois Fincher, je les ai découvertes parce que je suis allé voir les films de Fincher qui m'intéressaient en tant que film quoi. bien sûr. Mais là, Et puis, tu après serais. j'ai vu ils ont eu un Oscar encore, je crois, pour ce. Ouais, Enfin, donc complètement. en fait voilà, il a encore fait un chef-d'œuvre. Bravo. Enfin, je suis super. Tant mieux pour lui. Admiratif. Non, non, mais c'est génial. Mais là c'est plus trop mon truc. Après, Mais plus que le jazz, ce film, je dirais pas que je l'aime autant que d'autres, ce film, mais il y a un truc qui est bien retranscrit dans ce film, et Flo, je pense qu'il serait très touché par ce film, c'est cette passion, la passion dévorante pour la musique, au-delà du jazz et tout. Et c'est peut-être le meilleur aspect de ce film, cette passion qui te fait aller au bout de toi-même pour la musique. Voilà. alors, je dois dire que j'ai des potes qui l'ont vu et qui m'ont dit beaucoup de bien, hein. Donc, je dis pas que je l'ai pas vu parce que ça avait Ouais, je l'air à comprends. chier, hein. Je dis que je l'ai pas vu parce que je l'ai pas vu. Mais on m'en a dit beaucoup de bien. Comme moi, j'ai pas écouté, c'est les derniers Nine Inch Nails. Voilà, c'est comme Non, ça. mais Non, ouais, mais mais Voilà, après, c'est- par contre, c'est vrai que si vous étiez assez fan du Nine Inch Nails, c'est un peu audacieux.
il y a eu 3 EP qui sont sortis. Voilà, c'est le Le trio dont Node, je parlais. Ouais. ouais, le Not The Actual Events. En 2016. Euh, Ouais. Ensuite, il y a eu Ad Violence. Ad Violence et il y a eu Bad Witch Ah ouais, qui sont c'était cool, top. qui Ils sont étaient vraiment bons. cool. Ils sont étaient vraiment bons cool. ces disques. Tout à fait. Vraiment. Ils étaient Et bons c'est ces des, disques. hippies, mais c'est vraiment, c'était vraiment de la qualité aussi. Voilà, ouais, tout à fait. C'est les derniers. Pour moi, c'est les derniers vraiment bons trucs. Mais c'est encourageant du coup parce que bah, finalement pour chercher un bon truc de Reznor t'as pas à remonter à 10 ans comme pour certains artistes, suivez mon regard. D'accord. Mais là bon j'ai écouté ce mois-ci il y a un nouveau qui est sorti encore Isn't Everyone en Ouais. collab avec un groupe que je connais pas. Health, je sais plus comment. Ouais. Voilà, bon. Mais j'ai vu que à la cérémonie où il a récupéré son Oscar pour Soul, là, pour la BO, je sais pas quoi. Enfin, ouais, c'est un Oscar. Il a dit qu'il avait qu'une envie, c'était de retourner composer des morceaux pour Nine Inch Nails. Il a dit attendez-vous à ce qu'il y ait du Nine Inch Nails à nouveau très très bientôt, puisque là j'y vais dès demain. Enfin, en rigolant, il a dit au mec dès demain matin, je retourne en studio pour le Nine Inch Nails, quoi. Les gens étaient un peu surpris parce que justement, selon les rumeurs, il était à nouveau dans une phase où bon, il était plus trop motivé par le projet. Mais en fait, cycliquement, il dit qu'il en a marre de Nine Inch Nails et cycliquement, il redevient super motivé. C'est mignon. Ah, c'est bizarre, c'est un peu comme les fans. Cycliquement, on abandonne et cycliquement, on Mais y des fois, retourne. t'as à l'impression fond. des fois, t'as l'impression que lui-même, il parle de son projet comme un auditeur, enfin comme voilà, genre non mais ça me ferait chier en fait un disque de chanson. Et puis des fois, il est à nouveau super excité et tout, donc bon. Ouais. C'est un mec Ouais, étonnant, c'est un mec étonnant. C'est un hors du commun, ça, c'est bien clair. Eh ben, Carrément. voilà, les amis, on aura fait la discussion on Nine Inch Nails. Et là, Alex, je pense qu'on a pété le score de nos discussions. On est presque à 2 heures. Mais il les fallait. C'était vraiment. Non, mais pourtant, on n'a pas plaisir. traîné, hein, honnêtement. Voilà, Non, on n'a c'est pas, vrai. pas traîné. Et on est sur le Mais coup. c'est normal, puisque- c'est une longue carrière en fait, hein, quand même. 89 jusqu'à maintenant, ça en fait des. C'est Puis normal. surtout, ouais, et puis en plus de ça, t'as le côté où il y a eu beaucoup de bons albums parce que. Oui. En général, quand c'est un mauvais album, même tu l'as vu sur Depeche Mode, on les On détruit passe. pas, on passe assez vite. Ouais, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, Et puis c'est on vrai. parle à travers Nine Inch Nails, on parle d'un artiste avec un grand A qui Grave. restera. Ah Et là, donc, c'est sûr. qui restera. Carrément. Moi, je serais même pas étonné que dans quelques temps, pas si longtemps que ça, genre dans des grands musées, il y a des expositions Trent Reznor, tu sais, ou qui mènent une exposition. Ça serait un peu le délire, tu vois. Tu vois, une exposition par Trent Reznor, ça serait. Je vois ça peut-être arriver. Ça serait une possibilité. Sérieux Moi, au personnage. ouais, tout à fait. Je pense que ça va rester comme un des plus grands, en tout cas, compositeurs et auteurs mais clairement, vraiment des années, voilà, 90, 2000, même toujours confondu. Enfin, c'est sûr, il a Tout à marqué, fait. mais au fer rouge. Enfin, il y a qu'à voir comment Bowie l'a traité. Enfin, vraiment, j'allais dire d'égal Ouais, non. à égal, mais enfin, c'est même pas ça. Il était admiratif de Reznor. Donc, voilà, c'est sûr, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, je pense que si Reznor s'était comporté différemment ou avait géré différemment sa carrière, il aurait pu atteindre un niveau hallucinant, mais vraiment hallucinant. Mais tant mieux. Enfin, il n'y a pas de tant mieux, tant pis, mais je veux dire qu'il a choisi une autre façon de faire, et puis il a eu ses soucis aussi. Enfin voilà. Ouais, Mais je pense que ça aurait pu. Il avait le talent et l'intelligence pour aller beaucoup plus haut encore, je pense. Mais bon. À voir. Rien n'est fait encore à voir, mais quelle belle conclusion. Merci. Oui, Alex, t'as raison. Merci Alex pour cette conclusion. Merci encore Flo pour cette discussion. Merci à vous les amis, que du bonheur. Merci. Franchement, Les même discussions, franchement, c'est les du bonheur. discussions à l'EFM du rock, c'est ça le plaisir, C'est clair, Alex. c'est clair. Voilà, Carrément. la playlist est là et il y aura d'autres vidéos qui arriveront bientôt. Et d'ailleurs, on peut vous dire que la prochaine arrivera et concernera Metallica. Alors, on n'en dit pas plus. Et puis, si vous avez aimé, Alex, si tu aimes ces discussions, il y a toujours celle-là qui est disponible. La discussion Chris Exactement. Cornell qu'on a fait avec Flo est là et je pense que ça pourrait te plaire à fond. Je l'ai regardé et il y a pas long... et je l'ai regardé genre il y a vraiment pas longtemps en plus. Ah bah merci. Merci à toi. Ça va, t'as aimé? J'ai détesté, je vous ai trouvé, mais alors, je vous ai trouvé soporifique. Vraiment, c'était très laborieux. Vous avez dit que des conneries.
Non, mais en plus, franchement, alors plus sérieusement, vous avez un ton. Enfin, je pense qu'il y a le même quand je suis là, hein, mais il y Ouais, a un oui. ton qui est génial. Mais c'est pareil avec notre ami Antoine. Il y a vraiment un, c'est humain. Enfin, je sais pas, mais moi, de toute façon, moi, c'est Ah, à merci. l'humain que je fonctionne, hein, donc, Ouais, moi aussi. moi, les youtubeurs que j'apprécie, c'est pour bien sûr des compétences, évidemment, mais c'est quand même surtout, parce que je perçois une personne qui me plaît, enfin, que je trouve Mm. chouette et intéressante, et voilà. Et avec vous, enfin, sur moi, ça marche à fond. Vous pourriez parler de Rika Zaraï, je vous écouterai quand même. Ah, peut-être que là tu me perdrais, mais pourquoi pas? Je suis allé un peu loin, mais bon. Ouais. Ah, merci en tout cas. La fuite Non, en vous voyez ce vidéo, que je veux dire, voilà. bien Ouais. sûr. La fuite en vidéo. Empty School sur YouTube avec Flo et Captain Crochet. Évidemment, on parle de rock et pas que. Et ben, merci à vous et on se rejoint bientôt. Portez-vous bien et écoutez Nine Inch Nails. Ciao les gars.